We Love Cinéma par BNP Paribas vous présente We Love TFTC. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous ? Ça va et toi ? J'ai pas écrit d'intro, mais je la connais tellement par cœur, cette intro, que du coup c'est comme un gimmick. Ça aussi, quand on dit ça va et toi, je connais par cœur. Chaque fois on dit ça. Oui, bah, bien sûr. Et si j'ai pas écrit d'intro, c'est parce qu'aujourd'hui c'est un épisode spécial. On a déjà fait des hors-séries par le passé, à savoir 15 films qu'on recommande. Finalement, on a tourné ça en 9 films qu'on recommande, parce que 3 chacun, je trouvais que c'était le bon chiffre. Chiffre ou nombre d'ailleurs ? Chiffre. Nombre, c'est à partir de 2. Chiffre. Bah voilà, c'est pas à partir de 2. Bah si, ça crée la À partir politique. de 2 chiffres, à partir de 10. Ah oui, merci, oui. S'il y a 2 chiffres, ça fait un nombre. Il y a un Mais cerveau ça- dans cette bande ou pas ? Mais c'est un peu comme les dromadaires et les chameaux, chiffre et nombre. On sait jamais trop. Ah Non. si, on sait. Ah si, on sait. Ok. Une bosse, 2 bosses. Ouais, c'est pareil. T'avais l'air de savoir, toi. Bah, 2 bosses chameaux, dromadaire Non et mais boss. t'avais l'air de. Oui, mais bon, il y en a qui savent pas. Ah non, parfois. non, je crois pas. Non. On va pas faire un podcast sur les dromadaires et les chameaux. En tout cas, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer 3 films chacun. Pas forcément des films récents, mais des films qu'on a vus ces derniers temps et qu'on a adorés. Et après chaque film, on va vous conseiller un son. C'est ce qu'on fait en général. Je mettrai un petit extrait. Ce que je fais, c'est que ces sons, à chaque fois, je les rajoute sur une playlist Spotify. On a souvent recommandé des sons depuis le début de ce podcast et je rajoute tout ça là-dedans. Donc, ça fait un mix de nos goûts entre Guillaume, Aurélien et moi. Et on va commencer avec Guillaume aujourd'hui, avec le premier film. Guillaume, de quoi vas-tu nous parler ? Eh ben, je vais vous parler d'un classique que j'avais jamais vu, et ce genre de classique où on met un peu de temps à se lancer, où on se dit, on sait que c'est un gros morceau et faut y aller. Et je pense que vous l'avez tous les deux vu, évidemment, puisqu'il s'agit de Amadeus de Milos Forman. Eh ouais. Vous l'avez vu ? Il y a longtemps, moi, je l'ai vu. Eh Et bien- après, depuis, j'ai revu des bouts. Eh bien, figure-toi que c'est typiquement le genre de DVD que j'ai dans ma bibliothèque depuis des années Et tu ne l'as jamais et vu. que je n'ai jamais vu. Parce Tu que sais, tu il y te a des- dis, c'est quand même un gros morceau. Ouais, et puis tu sais, il y a ces films que t'as comme ça et tu te dis, bon, je les verrai un jour et tu les vois pas. Et ici, dans ce studio, on avait reçu Luc Hamet. Ouais. Et Luc Hamet, il fait la voix de C'est Mozart. comme ça, Ouais, en on en plus. avait même parlé. Ouais, Donc, et je sais. Et c'est de là que je tiens l'anecdote, c'est lui qui avait comment il avait trouvé le rire, etc. Oui, non c'est ça, ouais, ouais. ça. Exact. Ouais. Ah oui, voilà, Et je me disais, je savais, mais je croyais que c'était toi qui me l'avais donné. Tu Mais vois. alors, comment tu t'es lancé alors du coup ? Sur les conseils avisés de ma petite amie, qui m'a dit, faut absolument que tu vois ce film, c'est génial, etc., etc. Et donc un soir, on s'est dit, bon, allez. Alors déjà, je l'ai regardé avec c'était sur je ne sais plus quel site, et il y avait la barre en bas là. Ça m'énervait ça. Voilà, barre je vous le dis. Il y avait une petite barre de lecture en bas, et on pouvait pas l'enlever. Ah, tu l'as regardé de Et- manière illégale. Et j'ai dit, bah non, mais vas-y, on se le met. Elle fait, ah non, c'est pas grave et tout. Bon, je l'ai regardé comme ça. C'est pas mes conditions préférées. La qualité était dégueulasse Non, ou la pas qualité était bonne, mais il y avait la barre de lecture, ça m'énervait. Bah, c'est relou ça. Ça, tu vois, c'est relou. Bah, Merci. c'est comme parfois moi, Merci. quand on m'envoie des films que j'ai le privilège de voir en avance, c'est comme ça que j'avais regardé Sound of Metal. Ouais. Et c'était bien relou. C'est que en gros, en surbrillance, il y a marqué Jean-Baptiste Toussaint, il y a marqué ton nom. Ah non. Parce que Des si tu petites veux, copies. ouais, voilà, si tu veux le partager et le bootleguer, Ils eh sont ben, c'est t'es toi. grillé parce qu'il y a marqué Jean-Baptiste Toussaint en gros. Mais tu sur vois, le film. on en a beaucoup parlé ici, mais pareil, quand je regarde un film, il faut que la lumière soit bonne, Oui, bien sûr. etc., etc. Bon, bref, Le c'était son pas la aussi. meilleure. Qu'est-ce que tu important. penses des gens qui ont un salon où la télé n'est pas dans l'axe ? Elle est vraiment tout à gauche. Elle est pas dans l'axe mais tu vois, c'est De l'axe ça du va canapé. Non, mais Ouais. parfois il y a des salons où Elle les est pas télés devant. ne sont pas dans Ah l'axe. non. Elle est dans le coin. Faut tourner la tête tout à droite pour regarder. Et je sais que parmi ceux qui m'écoutent, il y en a qui ont un salon comme ça. Non, les gars qui n'ont pas la télé dans l'axe, les gars, oh. Faut la télé dans l'axe ou pas ? Faut la télé dans l'axe. Bien sûr qu'il faut la télé dans l'axe. Bien évidemment. Moi, déjà, elle est trop à côté de la fenêtre et parfois il y a un reflet, ça m'énerve. Bon, bref. Ouais, non, chez toi, elle est dans l'axe. Elle est dans l'axe. Elle est chez dans toi. l'axe, mais elle est près de la fenêtre et j'ai pas de rideau. Bon, bah voilà, bon, bref, en tout cas, on va pas parler des Achète choses. un rideau, bordel. Vraiment. Alors, quel est le synopsis du film Alors, finalement le synopsis, c'est évidemment la vie de Amadeus Mozart, mais sous le prisme de Salieri. Je peux faire une vanne ? Ah, bah, T'as bien dit que sûr. c'était un gros morceau, Mozart, c'est marrant. Voilà, ok. Et donc, ben, on va passer à autre chose. Déjà, quand ça commence par je peux faire une vanne, c'est pas bon signe. Parce qu'on est obligé de rigoler. C'est un gros morceau, du coup, ouais. Et en fait, c'est sous le prisme de, comment il s'appelle, Antonio Salieri, qui est censé être plus ou moins son meurtrier, quoi. Bah oui, parce que tu sais qu'il y a un petit clin d'œil à ça dans Last Action Hero. Oh, oui. Parce que l'acteur qui joue ce Salieri dans Mozart, il joue un méchant dans Last Action Hero. Et t'as Danny Madigan qui dit je savais qu'il fallait faire attention à ce gars parce qu'il a trahi Mozart dans Mozart. C'est vraiment un clin d'œil méta, quoi. F. Murray Abraham. C'est ça, exactement. Exactement. Et du coup, ça commence par. En fait, c'est comme une sorte de. C'est comme s'il racontait en fait sa vie, Salieri. Et en fait, il va de souvenir en souvenir. Il est dans un asile, etc. Parce qu'il est considéré comme grand fou. Et il raconte sa rencontre avec Mozart, qui était un grand génie absolu, évidemment, qu'on connaît, mais il dit tout le choc qu'il a ressenti quand il a entendu ses premiers trucs et la frustration qu'il a eue de jamais devenir le Mozart qu'il aurait voulu être. Il a toujours été un peu en dessous et que lui, il arrivait un peu en dilettante. Et bon, alors, il est présenté dans le film comme
pas comme un original, mais comme un alcoolique fou de fête, fou de drogue, etc. Mais surtout comme un peu un gentil bénet, quoi, dans la vie, en fait. Ouais. Il a un rire absurde, mais c'est juste que c'est un génie absolu, évidemment. Et alors, moi, j'étais pas prédestiné à aimer ce genre de film, parce que je me dis, ouais, tu sais, bon, je sais pas, il y avait un truc où je me disais, ouais, je sais pas, ça me branchait pas plus que ça. Mozart, Et c'était finalement, c'était exceptionnel. Évidemment, Ouais. parce que c'est Milos Forman, et Milos Forman, bon, voilà, c'est... Exceptionnel dès le début ou t'as mis du temps à te lancer dans le film? Franchement, non, je me suis dit directement, j'étais là, ok, c'est cool. Et en fait, je sais pas, il y a un truc, je sais pas, j'ai trouvé ça génial. Alors après, j'ai vérifié, il n'y a pas non plus que du vrai dans tout Non, film. il l'a Toi, tourné tu un peu. Voilà. Ouais. Toi, tu connais bien ce film? Non, je l'ai vu que 2 fois, mais en fait, c'est un film que regardaient beaucoup mes parents. Bizarrement, alors qu'ils le trouvaient un peu hardcore. Parce qu'il y a un côté un peu rock'n'roll quand même dans la C'est façon que exactement Milos ça, Forman ouais. il filme le truc, il le Exactement. fait comme si c'était une rockstar un peu. Exactement. Il y a Et le côté un peu d'admiration de toute la cour un peu autour de lui qui est très chelou. Donc j'en ai des images très fortes, mais je le connais pas, je l'ai pas revu si souvent que ça en fait. Mais j'aime Il est bien long, il est long, mais justement, ça passe assez bien. Et en Ouais. fait, je me suis surtout demandé pour son rire si c'était vrai. Mais Ouais. je sais pas. Parce qu'il a vraiment juste, c'est le truc à chaque fois, il rigole et son rire, il est Ouais, il est absurde. fou. Ouais. Mais en tout cas, C'est ouais, vrai que c'est voilà, une bonne question. Est-ce que ça a été inventé pour le film ou est-ce qu'il y a dans la légende des gens? dans la légende, quand on a entendu le rire de Ouais, Mozart, voilà. c'est ça qui est trop bizarre. On peut pas savoir. Mais en tout cas, dans le sens où, ouais, faut pas obligé d'aimer la musique classique pour aimer ce film. Voilà, c'est ça que je voulais À dire. chaque fois que je pense à des gens comme ça, je me dis, bah, le père de Mozart, il avait en lui un sperme, c'était Mozart. Non, mais il avait plein de spermes très nuls et un des spermes c'était Mozart. Tu vois, bravo à lui. En tout cas, t'es vraiment un professionnel de la science puisque tu dis un des spermes. Vraiment, c'est pas. Et voici la vie. Hein. Oh merde. Non mais attends, est-ce que tu peux te targuer d'avoir un sperme mozarien Un toi? spermatozoïde, Ouais. mozarien. On sait pas pour Bah, l'instant. encore. probablement. Peut-être, hein. Bah peut-être, ouais. Mais lui c'était Mozart. Bon bref. Après, il il y a est quand même- mort. Après, il y a ce truc quand même où ça m'a renvoyé à des questions où je me disais, c'est marrant parce que donc c'était à cette époque-là où on se dit, est-ce que les génies on les voit encore à notre époque? Tu vois? Parce que là, il y avait ce gars où on se dit, ok, il a 5 ans, il a composé une symphonie, c'est incroyable, c'est un génie, etc. Et tout le monde le porte en génie. Et peut-être que du coup, enfin, je sais pas, est-ce qu'en 2020, on se dit encore, c'est parce qu'on voit souvent des vidéos de, regardez, c'est un petit, il a 4 ans, il sait jouer super bien du piano, tu vois? Ouais, il fait de Mais la c'est batterie. noyé dans une masse. Ouais. Donc en fait, les génies, on les porte plus. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, après l'enfant de 4 ans, il y a quand même une œuvre derrière. Bien sûr. Et l'enfant de 4 ans qu'on va voir jouer au piano sur Insta, est-ce qu'il y a une œuvre derrière? Ouais, c'est beau ce que tu dis. Mais tu vois, Non mais c'est vrai. est-ce que justement maintenant le terme, justement, on en parle souvent, mais le truc de dire génie, c'est un peu galvaudé, tu vois. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. que maintenant tout le monde est là, bon bah, tu vois. Alors Non que maintenant là- c'est plus génie, c'est fini. Génie c'était très 2017. Maintenant c'est masterclass. ah ouais. Ouais, Ah, c'est une masterclass. c'est une masterclass. C'est vrai. Bon. Et vraiment déjà qu'on dit ça sous mes vidéos, donc je me compare pas du tout à ça. C'est vraiment pas Pépère et Mozart, c'est un autre délire. Masterclass. Pépère. Mais voilà, mais en tout cas, non, mais ça m'a renvoyé à plein de questions là-dessus et je me disais, ça donne envie de se replonger dans l'œuvre de Mozart, évidemment. Bah, en fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est aujourd'hui en 2022, s'il doit y en avoir un, qui est le génie de la musique? Aujourd'hui en 2022. bah alors, par Ah, exemple. Jul, je pense. Bah voilà, il y a une vidéo de Jul sur Combini d'ailleurs, je pense, où il y a un de ses potes qui dit bah il fait 3 instruments dans la journée, c'est Mozart en fait, c'est un génie. Et du coup j'ai envie de dire bon Bah, ah pardon mais alors Bah, dis-le. le problème c'est que tu crèves d'envie de dire non non et t'attends que je dise non en premier. non je te regarde, je te pose la question. Non, je te connais par cœur. Qu'est-ce que t'en penses Je sais que Non mais qu'est-ce que t'en penses, dis-nous. et au milieu il y a Aurélien qui est pas content. C'est tout rouge là. Il fait la moue, il est pas content au On va milieu. encore taper Jul, ouais, bravo. non mais bon. Non mais après, par contre la question est-ce qu'il faut comparer Mozart à Jul? Bon bah voilà, c'est une question. Mais Non, surtout, est-ce que tout ce que Mais faisait non. Mozart à l'époque, Allons. c'était. En plus il est chaud, il vient de voir le film et tout. non mais allons, enfin voyons. Non, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est pas, non, mais tu veux, c'est pas le même savoir-faire déjà. On fait Oui, oui. incomparable, c'est 2 métiers différents. Mais ça, en fait le problème c'est que c'est un sujet qui agace en général les gens. Ben Aurélien il parle plus là. Mais tu vois il agace. Je suis énervé, je suis tout Si, rouge, je je respire respire plus, C'est mon Aurélien ça. C'est Je mon suis en train de Aurélien plus agacé respirer. ça. Ah, ça va partir en sucette là. Non. Au début de l'émission, carrément déjà. Non, Non, mais- Non, mais c'est Je- pas je- comparable parce que c'est pas non plus la même. Enfin, je veux dire, à l'époque, il n'y en avait qu'un seul génie parce que c'était le seul qui était mis C'est- en c'est avant. ce que Les je te autres, dis. on les connaissait pas. C'est ce Les que autres, je on te savait pas où ils étaient. Ça se trouve, il y en a, ils savaient composer des trucs, ils le savaient même pas. Ils sont morts à 32 ans là, Ouais, c'est sans vrai. savoir qu'ils savaient faire de la musique. Il y a un passage que j'adore sur YouTube et moi je le réécoute parce que c'est drôle. C'était le journaliste Daniel Riolo qui avait fait tout un passage sur les goûts et les couleurs. Tu l'as entendu ça ou pas? Non. Où en gros il y avait un auditeur qui appelait et ça parlait de foot au début. Oui. Et après il disait ouais j'en ai marre des goûts et les couleurs etc. Lui il croit pas aux goûts et les couleurs. Et il Ah. disait c'est comme si en gros t'allais me voir et tu me disais ouais le taxi c'est pareil que le parrain.
Bah non, en fait. Et il disait, c'est tes goûts et tes couleurs de merde, tout simplement. Tu vois, genre, le parrain, c'est mieux que Taxi, qu'est-ce que tu me racontes. Tu veux dire quoi par rapport à Jules, du coup? Vas-y, dis-le, je sais pas, mais t'avais l'air bien parti là. Bah non, bah disons que Mozart, c'est le parrain et Jules, c'est Taxi, quoi, tu vois. Et ça veut pas dire que c'est pas du cinéma. Ça veut pas dire que c'est pas du cinéma, mais est-ce qu'on a aussi le droit de se dire, il y a un degré de valeur dans la musique? On a le droit quand même. En tout cas, si on me dit non, Aurélien, ça veut dire que BTC, c'est du même niveau que Mozart, alors. Ah oui, c'est bon, ça veut dire que tu considères, c'est vrai. Quelle pirouette. c'est-à-dire que tu considères que BTC est du même niveau que Joule. Bah pourquoi pas? C'est les goûts et les couleurs. Ouh, aïe aïe. Bah non, s'il y a on attend BTC sur Spotify pour vérifier. Oui. Non, parce que Mozart, ce qui marche aussi, c'est que ça a marché à son époque. Ça a été une rockstar, c'est ça qu'on voit dans le film. C'est ça, et alors. C'est que c'est un mec qui a été successful à son époque. Jul, là, on est sur 10 ans, 2 albums par an. Il est toujours numéro 1. Il continue d'intéresser toutes les nouvelles générations. On peut juste dire, ça nous intéresse pas. Mais ça se trouve, il y avait des mecs, à l'époque de Mozart, qui trouvaient que ce qu'il faisait, c'était de la merde. Et que ça les intéressait pas. Sûr. Et que musicalement, c'était pas de la musique, tu vois. Et oui, est-ce que tu penses que. Oui, mais du coup, il y a un truc aussi où Mozart, c'est mondial. Non, mais dans le film, déjà. C'est mondial parce qu'il y avait personne. Jules, c'est français quand même, principalement. Tu vois. Bah, européen maintenant, c'est fat. Hein. Ouais, mais est-ce que ça restera comme Mozart dans 30 ans, Jules? Je suis pas sûr, tu vois. Dans le film, il y a déjà des gens qui disent Mozart. C'est pas si vieux en vrai. Mozart, ça a 200 ans. En tout cas, toujours est-il que des abonnés me demandent de mettre BTC sur Spotify, le groupe, et je vais le faire. Ah ouais, fais-le. Ouais, vas-y. Non, mais je vais numériser les cassettes, enfin la cassette audio de BTC. Je vais mettre un bon son derrière. Je veux que ce soit propre. Et en fait, le seul truc qui m'embête, c'est qu'il y a des paroles compromettantes pour 2022. C'est je vais dire une bonne chose. On partait d'Amadeus et on arrivait à BTC. Ouais, c'est vrai. Mais c'est toi et ton sujet là. Non, mais il y a un autre truc aussi que je me suis demandé, et c'est assez vrai, et c'est souvent le cas quand on parle des entre guillemets les génies d'une époque ou les génies dans un domaine. C'est est-ce qu'on peut tout leur pardonner humainement? Parce qu'en fait, dans le film, on se rend compte que c'est peut-être un génie musical, mais alors socialement, il est affreux. Ouais. Avec sa femme, il est terrible. C'est une horreur. Tu vois. C'est que les dingueries. Ouais. Et c'est la même chose à notre époque où on pourrait se dire tiens, Kanye West, tout le monde dit oui, mais c'est un génie de la musique et on lui pardonne absolument tout ce qu'il fait à côté. Tu vois. Pardonner, je sais pas, mais en tout cas, moi je pense que la vraie question, c'est est-ce que tu peux prendre autant de plaisir à réécouter ses sons quand tu connais et quand tu sais, tu vois. Ouais. Mais est-ce que ça vaut le coup quand les gars, ça fait 200 ans, tu vois? Parce qu'on peut se dire, Mozart, c'est vrai. Par exemple, Picasso, c'était une ordure, tu vois. Il n'y a pas personne qui remet en question Picasso. Picasso, ils en remettent un peu. Ouais, mais je pense aussi qu'il y a des artistes qu'on adore, mais qui ne se sont jamais permis de se positionner politiquement ou quoi, et qui peut-être étaient des ordures. Mais ça, on n'est pas au courant, tu vois. Et pourtant, on les adore. Mais tu vois, on en parlait juste avant en antenne de dire, par exemple, James Cameron, qu'on peut considérer, entre guillemets, comme un génie du cinéma, qui est une horreur sur les plateaux. C'est un connard, ouais. Ah bah, mais du coup, on se disait, oui, mais bon. Non, en fait, ce que je veux dire. En fait, ce qu'on se disait, parce que c'est une question ténue. Oui, voilà. En fait, ce qu'on se disait, parce que j'en parlais justement dans le tab de James Cameron, c'est que il est horrible sur les plateaux, mais en même temps, quand tu regardes tous ses interviews, c'est un gars qui sacrifie sa vie pour le cinéma. Et finalement, à la fin, ça donne des films qui sont incroyables, des films qui ne vieillissent pas, qui sont toujours en avance sur leur temps. Donc, le mec, il crée des caméras, il travaille avec la NASA, il bat des records avec des expéditions dans les fonds marins, etc. Donc c'est un type qui est au-delà du commun des mortels. Je pense qu'il y a aussi un truc parfois où nous on peut pas comprendre. Tu vois. Je pense que il y a ce truc où nous on est là dans notre petite vie, on peut pas comprendre le gars. Tu vois. Mais dans le film, tu as ce prisme de là où Mozart il devient évidemment il est tellement omnubilé par la musique, etc. que en fait il ne dort plus, et comme il ne dort plus, il prend des psychotropes, enfin il prend de l'alcool, il devient imbuvable. Sa femme part avec l'enfant. Et voilà. Et donc, il est au fond du trou, et c'est une horreur. Et en fait, si tu vois le film, tu te dis, très mauvais père, Mozart. Mais en fait, l'excuse, c'est quoi? C'est que, oui, mais génie de la musique. Mais du coup. Ouais. Mais est-ce qu'il faut pour autant lier les deux, tu vois? C'est la même personne. C'est la même personne, mais est-ce que quand tu écoutes les musiques de Mozart, tu te dis, waouh, putain, ça m'a mis des frissons, cette petite note musicale, mais en même temps, il a pas donné la pension. Tu vois, c'est bizarre. Enfin, c'est une question. Enfin, en tout cas, le film l'interroge un peu ça aussi, et je trouvais que c'était une très bonne question à se poser. Tu sais ce qu'on fait à chaque fois c'est la tradition quand on fait cette hors-série-là, c'est qu'on donne une note sur 10 au film. Ouais, difficile de mal le noter. Hein. Alors, combien tu donnes sur 10? Ouais, un 9 facile. Oh, 9 sur 10. Ouais, 9 on commence sur un 9 sur 10. Amadeus, Oscar du meilleur film, etc. Tu vas quand même pas dire, bon. On commence sur un 9 sur 10. Et est-ce que tu peux nous conseiller un son que tu écoutes en ce moment? Alors, un son que j'écoute en ce moment, je vais faire un truc. Je vais faire plutôt un son de cette année,
qui a été très important pour moi, puisque cette année, je suis reparti en tournée avec des amis, figurez-vous, qui s'appelaient The Death Set en juillet, et ça faisait 12 ans que j'étais pas parti en tournée avec eux, et ça faisait bien 6 ans que j'étais pas parti en tournée, et du coup, il y a dans mon top Spotify, effectivement, le dernier album de The Death Set que j'ai beaucoup écouté avant de partir, puisque on est parti sans avoir répété, et du coup, j'ai appris les morceaux sur le CD, et on a eu une date le jour où ils sont arrivés, et on a joué direct. Et du coup, je vous encouragerai toujours à écouter The Death Set de toute façon, puisque je les adore, et c'est un groupe de New York, qui vivait avant en Australie, qui ont déménagé à Baltimore, etc., dans la scène punk du début des années 2000, qu'on traînait avec Ninja Sonic, Matt & Kim, etc. Et maintenant, ils sont de retour, et ils sont plus vieux, et ils sont moins drogués, et ils sont beaucoup plus cool. Et voilà, c'est un morceau qui s'appelle Fall Down, et qu'on a joué tout l'été, et du coup, effectivement, c'est un des mes morceaux de l'année. Très bien, merci Guillaume. Avec plaisir. On va enchaîner avec Aurélien. Quel film tu nous conseilles ? Alors, qu'est-ce que j'ai choisi en premier ? Ah oui, un film de 2003 qui s'appelle The Station Agent. Est-ce que vous avez vu ce film ? Non, ça me dit rien. En québécois, ça s'appelle Le Chef de Gare. Je pense que ça donne envie d'acheter ce film absolument. Attends, ça n'a rien à voir avec l'ancien joueur de foot qui a fait un film d'horreur dans un train, là, avec Vinnie Jones. Non, c'est pas ça. Ok, d'accord. C'est pas ça. C'est un film que j'ai découvert. En fait, j'ai découvert ce film il y a pas très longtemps. Je pense qu'il y a un mois ou un truc comme ça. Et quand je l'ai vu, je me suis rendu compte que le réalisateur était en train de devenir mon réalisateur préféré. Il s'agit de Tom McCarthy. C'est un mec qu'on a vu énormément dans plein de films en tant qu'acteur, dans des séries aussi, une gueule, enfin si vous le voyez, vous allez le reconnaître assez facilement, on se rappelle pas de son nom, mais on se rappelle facilement de son visage. Et c'est aussi le mec qui a fait un peu plus récemment le film Spotlight sur l'enquête très bon film. avec Michael Keaton. Il a eu l'Oscar, sur, ce film, non ? Ouais, sur les enquêtes dans le milieu de Boston, de l'église, enfin la pédophilie et tout. Et il a enchaîné, encore plus récemment, avec Stillwater, le film avec Matt Damon à Marseille. Oui. C'était bien ça, j'ai pas vu. Camille Cotin. Ouais, que j'ai vu aussi pour le coup, quasiment en même temps cet été. Et c'est ça qui m'a donné envie de creuser un peu la filmo de ce mec. Et en fait, avant ça, il avait fait 3 films très Sundance. Les films que moi j'adore, des films où il se passe des fois pas grand chose, mais où l'ambiance est exceptionnelle. Et donc il en a sorti 3 quasiment dans un mouchoir de poche entre 2003 et 2011. Et le premier, c'est The Station Agent, qui sort donc en 2003, avec en rôle principal Peter Dinklage. C'est donc c'est le nain de Game of Thrones. Exactement. Le nain, pardon ? C'est le nain de Game of Thrones. Le nain ? Comment on dit ? Comment on dit ? On dit quoi, la personne de petite taille ? C'est un homme de petite taille. Bon, c'est Tyrion. En tout cas, c'est Tyrion. Non, c'est terrible parce qu'il y a un mec dont j'oublie le nom qui vient de faire un Montreux là, et il a fait une vanne là-dessus qui est assez drôle, que je trouve assez drôle, mais qui est horrible. Il dit oui, alors j'en ai marre qu'on dise personne de petite taille. Voilà, on sait tous que c'est des nains, hein, et on sait ce que c'est un nain. Voilà, ça vit dans une grotte. Voilà. C'est une horreur. Non mais c'est terrible. Ça me fait, en fait, c'est horrible comme vanne, mais bon voilà, ça me fait penser à ça. Voilà, moi je dis personne de petite taille perso, mais après faites ce que vous voulez. Donc Peter Dinklage, qui est aussi Tyrion dans Game of Thrones, en effet, avait là un de ses premiers grands rôles. Il joue le rôle principal. Et pour vous mettre dans l'ambiance, en gros, tout le film du début se commence un peu avec une routine quotidienne. J'aime bien les films qui commencent comme ça, tu vois. On est à New York, je crois. Et en fait, il travaille dans une boutique de modélisme et il fait toute la journée des maquettes de train. Il est très fort à faire des petites maquettes et il bosse avec un gars qui a toute la boutique, et tu vois que ils ont une petite routine, tu vois, où ils se parlent peu, ils font des pauses déj, ils discutent pas, voilà. Et tu vois 2-3 jours comme ça, et au bout de 3 minutes du film, c'est peut-être le 5e jour où ils sont en train de bosser comme ça, il se passe rien. Et le boss de la boutique, pouf, il a une crise cardiaque, il meurt. Et pour le coup, Peter, il est un peu emmerdé là. Il se dit qu'est-ce qui va se passer ? Il voit le notaire. Je vous raconte pas le film, là, c'est vraiment les 3 premières minutes. Il voit le notaire qui lui dit écoute, la boutique est vendue, faut que tu dégages en fait. Donc il dit c'est relou parce que j'habitais au-dessus de la boutique en fait. Et il dit le patron tu hérites d'une de ses propriétés, et c'est une station désaffectée de train au fin fond du New Jersey. Et il dit ok, en fait j'ai rien d'autre à foutre, j'ai plus d'appart, j'ai plus de travail,
Donc il dit je vais aller là-bas et je vais voir ce qui se passe quoi. Et donc il se retrouve dans une station désaffectée en plein milieu d'un endroit où il y a plus de train qui passe dans le New Jersey et il va découvrir un peu les gens qui habitent là et il va rencontrer Patricia Clarkson et un mec qui est génial qu'on retrouve régulièrement dans les films de Tom McCarthy qui est Bobby Cannavale, je sais pas si vous voyez. Ah oui. C'est celui qui a joué récemment dans cette super série sur Netflix avec le The Watcher. Ouais, exact. Oui, voilà. Il est très fort, lui. Et qui joue aussi, le beau-père de Ant-Man. Enfin, genre. Ouais, et il jouait dans une série récemment sur le rock'n'roll, là, avec les labels et tout. Peut-être. Ouais. Il est très très fort, lui. Ouais, excellent. Et donc, lui, en fait, en face de la station désaffectée, il a une sorte de petite boutique où il vend des cafés, mais il y a vraiment que 3 personnes qui passent. Et en fait, il se passe absolument rien dans le film. C'est juste des relations entre les personnages. Et au fur et à mesure, il y a tout les histoires des personnages qui sont vraiment très très bien écrits, où tu vois que lui, Bobby Cannavale, il a des problèmes avec son père qui est très malade. Patricia Clarkson qui passe régulièrement et qui n'arrête pas d'écraser Peter. À chaque fois, il lui met un coup parce qu'elle le voit pas. Tu découvres qu'elle a perdu son enfant et tout, et qu'elle fait une transposition avec Peter. C'est un peu chelou vu qu'il est petit, etc. Donc les histoires sont super bien imbriquées. C'est hyper dur à résumer. C'est vraiment un film Sundance, mais il y a une ambiance qui est exceptionnelle. C'est ça qu'on aime. C'est super bien filmé. Les dialogues sont géniaux. Il y a comme une création comme ça qui se crée, une relation bizarre qui se crée entre Patricia Clarkson que moi je trouve vraiment géniale. Je sais pas, c'est la seule actrice qui a toujours les yeux un peu plissés et tout. Par contre, ils font rien. On sait pas c'est quoi leur travail. On a l'impression qu'elle fait de la peinture et en même temps elle branle rien. Lui, il vend 3 cafés. Bon, je sais pas comment il vit. Et Peter, il se balade dans sa station pourrie. Mais j'ai adoré le film. Je suis sorti vraiment j'ai arrêté ce film. Ça fait longtemps on en parle souvent en disant, est-ce qu'on arrive à tenir des films entiers et tout. Là, j'ai pas regardé une seule fois mon téléphone. J'étais à fond dans le truc. Je sais pas, j'ai kiffé l'ambiance, la musique, le fait que il faisait de l'exploration ferroviaire, comme il disait. En fait, il suivait des rails pour voir où ça allait. Il essaye de collectionner des wagons, tu vois. Donc, il prend en photo des wagons. Il essaye de collectionner les wagons qu'il n'a pas encore et tout. Je sais pas, j'ai bien aimé le ton, l'ambiance. Super film. Et je vous recommande les 2 autres films de Tom McCarthy de cette même époque, Win-Win et The Visitor, que j'ai vu aussi. Mais attends. Qui sont charmés. Mais attends, Win-Win, c'est avec l'acteur que j'adore. Paul Giamatti. Paul Giamatti. Paul Giamatti. Et en fait, j'ai acheté le DVD il y a 3 mois. Et à chaque fois, je me dis, faut que je le vois. Je savais pas que c'était le gars qui a réalisé. Et c'est lui qui réalise, et c'est une histoire un peu père-fils avec un mec qui fait de la lutte. J'ai acheté ce film juste parce que j'adore Paul Giamatti et parce que je trouvais que l'affiche du film était trop bien. Ils sont sur un banc dans une sorte de terrain de basket. Exactement. Ils font de la lutte en fait. Mais il y a un mec comme ça qui va prendre sous son aile parce qu'il voit que c'est un bête de mec à la lutte, mais c'est un peu une tête brûlée. Vraiment, les 2 films se regardent parfaitement. Et The Visitor, cool. Pareil, c'est super. C'est des petites histoires comme ça de rencontres sur les préjugés. Visitor, je l'ai vu, c'est avec le mec qui joue dans la série. Avec les petites lunettes là. Même l'affiche, on le voit, il joue du djembé ou un truc comme ça. Exactement. Il joue dans cette série là qui était méga connue avec les pompes funèbres dans les années 2000. Ouais, tout à fait. Six Feet Under. C'était le père dans Six Feet Under. Qu'est-ce que tu nous conseilles Non, sur 10, la note sur 10. Moi vraiment j'ai adoré, je mettrais un 8 facile, parce que après il n'y a pas d'enjeu énorme, mais je pense que c'est un des premiers films importants de Peter Dinklage. C'est là où on voit que c'est un bon acteur. Je mettrais un bon 8 sur 10. Et est-ce que tu as un son à nous conseiller ? Oui, bien sûr. Je me suis rendu compte que cette année j'avais beaucoup écouté l'album de Murray Wilson, le père des fils Wilson, de Brian Wilson et Dennis Wilson et tout, qui est donc les Beach Boys. Ouais, les Beach Boys, exactement, les frères Beach Boys. Le père, en fait, écrivait beaucoup de musique. Ce qui est marrant, c'est qu'on parlait des gens qui étaient horribles dans la vie. Lui, apparemment, il a tapé ses enfants, absolument. Ils sont horribles. Une horreur. À chaque fois qu'ils en parlent. Et ça te gêne pas d'écouter ses sons ? Non, absolument pas. Parce que il a sorti un album en 1967 qui est un album de ce qu'on appellerait easy listening. Et il y a un morceau qui s'appelle Island in the Sky. Beat My Children, horrible. Non, Island in the Sky. Et c'est un des morceaux que j'ai le plus écouté cette année. Et en vrai, c'est vraiment du easy listening, quoi. C'est une sorte de, je sais pas comment dire, un peu de jazz, planant. En même temps, ça fait un peu musique de film. Et en fait, c'est parmi les choses que j'écoute le plus au jour le jour. Mon premier film à moi, alors figurez-vous qu'il y a un film que je voulais voir depuis des années, mais
je suis rarement tombé sur un film aussi dur à trouver. Et quand je galère à trouver un film, qu'est-ce que je fais ? J'envoie un petit message dans la conversation We Love TFTC, composée de Guillaume, Aurélien et moi, et je dis à Aurélien, qui est le roi des bootleggers, je lui dis, est-ce que tu pourrais me trouver ce film ? Bien sûr. Et en plus, il est très efficace parce qu'il te l'envoie le jour même. C'est un régal. Et là, j'avais demandé à Aurélien, est-ce que tu peux me prendre le film American Movie, un film de 1999 ? Et Aurélien me l'a gentiment envoyé et j'ai vu ce film et je l'ai adoré. J'étais pas déçu. Donc, comme je disais juste avant, hyper difficile à trouver en DVD. Il est sur aucune plateforme. C'est un enfer. C'est un documentaire réalisé par Chris Smith, donc comme je disais, qui est sorti en 1999. Et en gros, l'histoire, c'est que ça suit un type qui s'appelle Mark Burkhardt. Et c'est un mec qui essaye de réaliser son premier court-métrage d'horreur. Sauf que très vite, on comprend que ce gars est un peu amateur, quoi. On voit tout de suite qu'il va galérer et que le film sera mauvais. Il y a un truc où tu le sens, quoi. Les acteurs, c'est ses potes, mais ses potes, ils fument de la beuh toute la journée, ils sont au chômage. Il y a tout un truc où tu te dis, ça va être une catastrophe, ce film. Si bien que tu as l'impression de voir une sorte de striptease à l'américaine, mais bien filmé, quoi. Tu vois. Et justement aussi, j'ai bien aimé le ton des images. Tu sens vraiment l'ambiance fin 90 et tout. C'est très très cool. Un peu ambiance Blair Witch, mais genre bien produit, tu vois. Ouais. Et donc voilà, il essaie de réaliser ce court-métrage qui s'appelle Coven dans le Wisconsin. Et en gros, ça lui prend 3 ans et on le voit comme ça en train de galérer à faire son court-métrage. Mais il y a plein de scènes vraiment lunaires où il passe des castings. En fait, il donne des flyers dans la rue aux gens qui sont même pas acteurs et les gens ils viennent et puis ils lisent les scènes comme ça et lui il fait mais non c'est pas comme ça, tu dois la jouer la scène et tout, alors que c'est juste un gars qui l'a pris dans la rue, quoi, tu vois, c'est pas du tout un acteur. Et les gens ils font juste ça pour lui rendre service et tout, tu vois. Enfin il y a tout un truc un peu lunaire et tout et c'est trop bien. Lui dans le même temps on sent qu'il est un peu alcoolique et tu te dis mais où est-ce que ça va ce film, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va réussir, et même il y a même un petit moment où tu te dis est-ce que c'est pas finalement un génie, quoi. Et est-ce qu'il va pas sortir, comme on dit, une masterclass, tu vois. Et c'est ça qui est bien dans le film, c'est qu'on sait pas en fait ce qu'il va faire. Est-ce que ça va devenir le nouveau Tarantino ? Bon, on se doute que non, parce que le film est de 99. Mais on se dit, il est tellement passionné de cinéma, le gars. Est-ce que finalement, c'est pas un génie incompris ou quoi ? Ou est-ce que c'est juste pas un loser raté qui vit encore chez sa mère et qui doit payer ses factures ? Il y a une scène dans le film où au début, on le voit, il a plein de factures et puis il a plus de quoi payer et tout. Puis il se dit, putain, faut que je fasse mon film et tout. Mais limite, il est à la rue et tout. Et il y a tout un truc où, du coup, tu te transposes un peu parce que tu te dis, quand tu regardes ce documentaire, ça te donne envie de faire un film déjà parce que tu te dis, limite, t'aimerais être dans la galère avec lui, quoi, et dire, bon, allez, je t'accompagne dans ce truc et on va réaliser un film ensemble, ça va être trop bien et tout. Et c'est ce que font ses potes. Et finalement, ce film, tu parlais de Sundance tout à l'heure, il a reçu le grand prix du documentaire à Sundance en 99. Et c'est devenu un film culte, un documentaire culte avec le temps, si bien qu'il a été parodié dans Family Guy, par exemple, le dessin animé, où il se moque un peu de lui dans le dessin animé. Et voilà, j'ai adoré ce film, j'ai trouvé ça trop bien. Tu sais, c'est vraiment le genre d'ambiance que j'aime, vraiment tourner avec très peu de moyens, dans une ambiance un peu Kevin Smith, Clerks et tout. Ça parle de ciné, c'est un peu amateur, mais en même temps c'est un peu pro et tout. Je sais pas, j'ai adoré, je trouvais ça trop bien. Et même il y a des plans qui sont hyper beaux, et la musique est cool parfois. Et donc voilà, j'ai adoré ce film documentaire, auquel j'attribue la note de 7 ou 8 sur 10. 7,5 sur 10. C'est une bonne note, ça. Oui, c'est une bonne note. Ça m'a donné envie de le voir. Mais pour l'instant, vos 2 films, j'ai envie de les voir là. Mais non, mais d'ailleurs, je crois que si tu veux, je pourrais t'envoyer le lien. Avec plaisir. Qu'Aurélien m'a envoyé, mais je pense que tu vas adorer. Hein. Je connais tes goûts et tu vas adorer. Au niveau du son, je vous conseille les nouveaux sons qui viennent de sortir de Elvis Presley, qui était très déprimé. J'écoutais en arrivant. Parce qu'avec Guillaume, on suit son Insta et il est souvent en bad. Hein. Il est souvent une petite forme. Il a pas la pêche, lui. Hein. Il a pas la pêche, lui. Parfois, il prend une photo de Gun. T'es là, de Gun, avec marqué salut, pour moi j'y vais. Rideau. Attention. Quand même. Dans ma timeline, parfois j'ai des photos de toutou et d'un coup je vois lui comme ça qui parle de suicide. Mais là, il s'est remis au travail parce qu'il n'avait pas sorti d'album depuis longtemps et il a ressorti des sons et je trouve ça trop bien. Il y a un son en particulier qui est intitulé In That Sound que je trouve vraiment cool et c'est le son que j'ai choisi. Guillaume, ton deuxième film. Alors mon deuxième film, pour rester dans une ambiance de Noël et festive, je voulais le voir depuis longtemps, je l'avais pas vu et je l'ai enfin vu. Il s'agit de Festen. Vous l'avez vu ?
Il y a longtemps. J'ai vu que tu en avais parlé sur Twitter. De Thomas Winterberg. Donc, pour ceux qui savent pas trop de quoi il s'agit, en réalité, avec Lars von Trier, ils avaient créé quelque chose qui s'appelait le Dogme 95, où en fait, en lutte contre le cinéma trop policé et trop avec beaucoup de moyens, ils se sont dit, nous, on va faire des films caméra au point, sans lumière, grain caméscope, dégueulasse, etc. Et ça rend le film effectivement 10 fois plus nerveux et dur à regarder, puisque c'est une réunion de famille en huis clos pour l'anniversaire du père, une famille bourgeoise danoise, avec beaucoup d'histoires. Et j'ai rarement vu un film aussi oppressant, alors que il se passe au final juste des discussions, mais c'est terrible. C'est une histoire terrible. Et donc, je ne veux pas spoiler, mais en gros, c'est un repas de famille qui part en couille. Et j'étais accroché du début à la fin, je trouvais ça génial. J'avais déjà vu La Chasse de Thomas Winterberg, si vous avez aimé ça, avec Mads Mikkelsen. Il aime bien les thèmes un peu... Darkos. Il aime bien les thèmes un peu Darkos, notre ami, mais là, pour le coup, vraiment, c'était exceptionnel. Alors, j'en ai profité après pour dire sur Twitter, si les gens avaient des conseils de films, qui mettent en bad, mais qui sont pas gore, tu vois ce que je veux dire, qui mettent une pression. Je veux pas des films d'horreur, évidemment, les films d'horreur, bon, ça met la pression, mais des films qui mettent le bad et tout, il y a une bonne liste. Il y a dans cette liste un film que je n'ai toujours pas vu, et comme toi, je l'ai en DVD, c'est Requiem pour un massacre, mais j'arrive toujours pas à me lancer. Oh, c'est chaud, frère. Ouais, c'est dur. Moi, je l'ai J'arrive pas à me dire, allez, c'est maintenant. Tu vois, ouais, c'est pas ouf. Mais tu sais que c'est marrant parce que. Ouf. Apparemment, c'est pas ouf enfin, faut se mettre dans une bonne vibe. Dans la vibe. Mais je sais pas si ça te le fait pour toi, mais moi je me souviens quand j'étais dans la vingtaine, j'étais vraiment friand de regarder des films. Je savais que ça allait être déprimant, tu sais, des films comme Au hasard Balthazar de Robert Bresson, et j'étais là genre ok, vas-y, je me le lance, j'ai envie de voir ça. Et plus j'ai et plus j'ai du mal à me lancer dans ces films. Moi, j'étais beaucoup dans les films, justement, Festen, les films où je me disais, ouh là là, ok, ça y est, ça traite un sujet malsain, ça va être un film bizarre, c'est un film un peu à la marge, etc., etc. Bon, là, effectivement, c'est pas à la marge, c'est quand même connu, mais dans la démarche, en tout cas, des trucs un peu extrêmes. Et de moins en moins, quoi. Je suis trop vieux, je crois. Moi, je suis c'est vrai, Station Agent à fond. Hein, maintenant, je suis The Station Agent à fond. Un petit mec dans sa petite, baraque. Il y a ce truc où t'es là, oh là. Et puis bon, Requiem pour un massacre, faut que je le vois parce que j'en avais entendu parler par Albert Dupontel qui disait que c'est son film préféré, qu'il avait jamais vu ça, etc. Et ça m'avait grave donné envie. J'avais vu des petits extraits, mais c'est vrai que c'est dur de se lancer. En tout cas, Festen, si vous êtes en recherche de magie de Noël, c'est non. Voilà. Alors, non pour vous. Je crois connaître la réponse parce qu'il me semble l'avoir vu passer, mais Festen, il est trouvable sur Mubi, c'est ça? Exactement, c'est là-dessus que je l'ai vu parce que j'ai eu la chance d'avoir une carte Mubi. La carte. Bonne plateforme, hein, Mubi. Ah, j'adore. Alors, Mubi, franchement. Figurez-vous que je suis donc, j'ai la chance d'être ambassadeur de Mubi pendant 1 an, et du coup c'est trop bien parce que parfois tu fais des partenariats avec des marques. Mais juste t'adores, et moi j'adore Mubi, en fait je trouve ça trop bien. Mubi, il y a quand même, enfin si on peut résumer la plateforme, il n'y a aucune daube. Non, voilà, tous les films sont bien en fait. Tous les films sont bien, il n'y a que des trucs à voir, des trucs genre, tu prends le top 1000 Mubi, il n'y a que des trucs où tu te dis, bah faut que je l'ai vu, ah ça je voulais le voir, ah ça je devais le voir, ah ça j'aurais dû. Enfin, et tu sais ce que j'aime bien, c'est que. Illimité. Alors, il y a beaucoup de films de Romer, de Kurosawa, de Bresson, etc. Mais là récemment, ils ont ajouté Terminator, le premier. Oui, j'ai vu ça. Et je trouve ça trop bien, tu vois. Mais c'est trop bien. Ouais, c'est cool. Mais en vrai, et en plus ça part dans tous les sens, quoi. Ouais, j'aime bien. Dans le sens où Netflix, tu dis, bon, bah c'est quand même un peu policé, quoi. Ouais. Là, pour le coup, t'as genre, tu vas voir La Jetée, tu vas voir Kurosawa, en tu vas vrai, voir Festen, de toutes les plateformes, c'est la meilleure. C'est la plateforme la plus cinéphile. Ah oui. Ouais. Il y a ça et comment ça s'appelle? J'ai oublié. Du coup, on va couper. Comment ça s'appelle? Ah merde, j'ai oublié. Il y en a une autre. Ok. Je vois ouais. Oui. Non. Non, en fait, c'est un truc où c'est que les réalisateurs qui mettent les films. C'est-à-dire que c'est pas réalisateur et les réalisateurs conseillent d'autres films. C'est que des films conseillés par des réalisateurs. Ça a et l'air du coup, cool, ça. Hyper bien. Dans ça, Mubi? Non, j'ai oublié comment ça s'appelle. J'y allais tout le temps. Très bien. Écoute, est-ce que tu peux nous donner une note sur 10 pour Festen? Bah écoute, moi j'ai vraiment trouvé ça. Après, c'est compliqué de bien noter des films où tu te dis, tu ressors et t'es là, waouh. Vous vous souvenez qu'un jour il y avait eu un 1 sur 10? Un 2 sur 10? C'était moi ça. Oui, c'est toi. C'est un film sur le collège. Une énorme daube avec des mecs qui deviennent proviseurs d'un collège, qui créent eux-mêmes. Oh là là. C'est pour ça que je demandais des notes, parce que parfois il peut y avoir des surprises. Mais là, je pense que tu as aimé le film. Non, oui, là c'est pareil. Franchement, j'ai trouvé 8 sur 10, quoi. C'était vraiment très bien. Après, c'est clair que je pense que aussi bien dans la réalisation que dans le thème, c'est dur à regarder quand même. Parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup, c'est dur, enfin c'est un peu malsain, quoi. Ton deuxième son? Mon deuxième son, c'est un groupe que j'adore et qui est revenu il y a 2 semaines pour les férus de hardcore un peu moderne, qui s'appelle Jesus Peace. Et quel retour! Oh mon Dieu! Et maintenant, t'avais pas ce t-shirt à Los Angeles? Exactement, sur les hauteurs de Los Angeles? J'avais ce t-shirt à Los Angeles parce que je suis furieux de ce groupe. Ils ont sorti un EP et un album, et l'album, je l'avais saigné.
Et j'attendais le deuxième album avec impatience. Pour l'instant, ils ont sorti qu'un nouveau single. C'est vraiment, le clip m'a fait penser à ce clip de NTM, Laisse pas traîner ton fils, où ils sont derrière une vitre, filmé un peu en fisheye. En mode digiaphone et exactement. Tout. Ouais. Et c'est un peu la même vibe pour le clip, mais le son, il est... franchement, Quel est le titre ? Masterclass. Le titre, c'est An Offering to the Night. Merci Guillaume. On enchaîne avec le deuxième film d'Aurélien. Alors, pour mon deuxième film, j'ai choisi un film des années 80, parce que c'est là où je me sens le mieux, on va pas se mentir. Je crois que c'est 70. Ouais, moi aussi, je pensais. Ouais, 70-80. Bon, là, c'est 82, les gars, donc on est quand même pas loin des années 70. On est à New York, ça s'appelle le Night Shift. Est-ce que vous avez vu? C'est un vieux film de Ron Howard. Non, jamais. Un des premiers films de Ron Howard. En français, je voulais vous dire le nom quand même, parce qu'il est légendaire. Les Croque-Morts en folie. Ah oui, c'est moins bien. Donc pour Ron Howard, ceux qui ne visualisent pas, c'était un des acteurs d'Happy Days. Exactement. Et ensuite réalisateur d'Apollo 13 et plein de conflits. Bah ouais, c'est ça qui est assez drôle. Avec Ron Howard, c'est qu'il a vraiment une carrière super atypique, où au début il a des films un peu entre comédie, des films avec des bagnoles, il y a plein de bagnoles, des fois des films où il joue dedans, puis après, comme tu l'as dit, déjà il fait Willow quand même, où il rentre dans le LucasArts, il est pas mal deuxième chef d'équipe de Spielberg ou de George Lucas. Oui, parce que si t'as reparté pour Willow, est-ce que t'as regardé la série? Oui. Alors, est-ce que c'est bien? Il a bien aimé, je crois. Moi j'aime bien. Il y a que 4 épisodes pour l'instant, et pour l'instant je trouve ça cool. Ça respecte. Ouais, c'est marrant en fait. En gros, il se fout de la gueule de Willow tout le temps. Ah, ok, c'est cool. Et en même temps, non, parce qu'il joue vraiment sur les décors, les lieux, les personnages et tout l'univers qu'il y a eu. Et je trouve d'arriver à faire ça autour d'un seul film au final. Trop parce bien. qu'il n'y a pas eu d'histoire. C'est pas le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, tu vois, il n'y a qu'un seul film. Oui, parce que pour ceux qui l'ignorent, il y a une série Willow qui vient de sortir, nouvelle, actuelle. Ouais, qui est en route, hein, il n'y a que 4 sur épisodes pour Netflix. l'instant. Moi, j'ai regardé le début, j'ai trouvé ça un petit peu cheap, j'ai pas poursuivi, merde. mais je vais me mettre dedans. Je pense que les gens peuvent trouver ça cheap, mais après, moi, j'ai bien aimé les séries du moment, là, Seigneur des Anneaux, tu vois. Ok. J'aime bien, tu vois, ça me dérange pas en fait. Et pour revenir à Ron Howard, tu parlais de Lucas, justement, pour reprendre le fil de ce que tu disais. Et si je dis pas bêtise, je crois qu'il a commencé avec Roger Corman, Ron Howard. Exactement. Le Grand Theft Auto d'ailleurs, il a réalisé ça. Et il a fait pas mal de trucs dans le même genre. Night Shift, c'est un peu un film difficile à classer, c'est un film, donc Les Croque-Morts en folie. C'est un film où Ron Howard il va retrouver Henry Winkler, qui n'est autre que Fonzie. Et Fonzie, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est croque-mort, il travaille dans une morgue la journée à New York. Il a un poste un peu à la cool, mais il y a le boss qui vient le voir au tout début du film et qui lui dit désolé, il va falloir que tu passes en équipe de nuit. Il fait quoi? Mais pourquoi? C'est quoi cette histoire? Et en fait, à la place, il met son fils ou son neveu ou je sais pas quoi. Et il se retrouve à être en équipe de nuit en morgue au début des années 80. Full meurtre, tu vois, à New York, vraiment c'est horrible, rien ne se passe bien, et il se retrouve à avoir un collègue qui vient d'arriver et qui est un pur génie, qui a son premier grand rôle au cinéma, et c'est Michael Keaton, qui franchement, il est en mode full Beetlejuice. On est en 82, il est moitié branleur, moitié rien à foutre, que à faire des vannes pourries. En mode, en gros, il se sert des corbillards pour faire son propre business la nuit. Il commence à allumer la morgue. Si je dis pas de bêtises, Michael Keaton, il a commencé avec le stand-up, non? Exactement. Oui, donc là, il est en mode vraiment dans cet esprit très Beetlejuice, de faire des vannes un peu humour noir, et en même temps, il essaye à fond de pousser Fonzie à faire des dingueries, tu vois. Il dit c'est la nuit, personne nous capte, on a des corbillards toute la nuit, viens, on fait des services en fait, il change les corbillards la nuit en limousine de luxe pour emmener des gens dans des endroits. Il fait des soirées dans ces limousines, il fait mais mec, c'est un corbillard, non t'inquiète, on va faire de l'argent et tout. Et donc Fonzie, il est débordé, il en a marre. En plus, sa femme l'embrouille parce qu'il lui dit t'es passé en équipe de nuit, c'est nul et tout. Il est vraiment dans une mer de noir, et en fait on se retrouve un peu dans une ambiance à la After Hours de Scorsese, où tu te retrouves dans la vie nocturne de New York,
un Beetlejuice qui est ton diable, qui est là, vas-y viens on fait de la thune à faire des limousines avec des corbillards et tout ça. Il en peut plus. Sa femme elle lui dit mais comment ça se fait que tu travailles la nuit? Et sa voisine de palier qui vient de s'installer, il se rend compte que c'est une call girl, une escorte. Donc il commence à se demander ce qui se passe. Et il y a un tourbillon qui s'installe où Michael Keaton découvre la voisine de Fonzie et dit est-ce que ça te dirait pas qu'on monte un business de prostitution avec la morgue? Et en gros toute l'histoire est basée là-dessus. Ils créent tout un système avec la protection de leur corbillard. Mais c'est-à-dire prostitution et morgue? Bah en fait ils se servent de la morgue pour recevoir les clients. Et ils baissent dans la morgue? Bah plus ou moins. Enfin, ils trouvent les hôtels, ils trouvent. T'es en fait, choqué Hein? T'es choqué? Non, mais avec les cadavres qui sont dans les boîtes ou Bah oui, bien sûr. Non, ils baissent pas avec les cadavres. Bah il peut y avoir des oufs comme ça. Ils se servent du lieu parce qu'ils disent la nuit il y a personne, tu vois, et ils disent bah en fait on s'en sert. Ils font des soirées, des soirées de fraternité, tu vois. Ils ramènent les call girls et au final ils deviennent des macs quoi en fait, tu vois tous les deux. Et Fonzie bien sûr devient de plus en plus amoureux de sa voisine qui était prostituée. Il y a toute une histoire qui se crée. La fin est un peu moins marrante et subversive que le début. Okay. Mais il y a ce côté très années 80, début de New York, bien écrit, drôle, bien filmé. Fonzie qui a l'air complètement perdu tout le temps, les yeux en l'air et tout, l'inverse de ce qu'il est dans Happy Days. Et à l'inverse, Michael Keaton qui est genre, qui cabotine toutes les 5 secondes, qui arrête pas de balancer des vannes. À un moment, il débarque chez lui, il écoute de la musique à fond, il est en caleçon avec des Santiago. Franchement, Michael Keaton, il est légendaire du début à la fin du film. Franchement, il est fou. Et il y a quand même ce délire, ce pitch qui est nimp de se dire deux mecs qui travaillent la nuit à la morgue montent le plus gros réseau de prostitution à New York et surtout aident à l'émancipation des call girls parce qu'en fait leur but c'est de virer les Macs en leur disant on va créer un système pour que vous gagnez le plus d'argent possible en blanchissant l'argent avec la morgue en fait tu vois. Donc franchement le film est cool, c'est pas un grand film tu vois, c'est genre je mettrais un 7,5 parce que j'ai passé un super moment. Ça va 7,5? Je trouve qu'il y a des bons moments de réalisation de Ron Howard, surtout il y a des super moments de dialogue et de situation, notamment Fonzie avec la belle famille, notamment Michael Keaton à chaque fois qu'il apparaît, c'est légendaire. Et moi j'ai bien aimé l'histoire d'amour entre Fonzie et la call girl. Donc c'est cool. Ouais, franchement, c'est un bon. J'ai passé un bon moment et en plus, vraiment, le New York début 80 nocturne, je le trouve vraiment magnifique. Ouais, cool. J'adore. Donc, et tu l'as vu comment ce film? Je pense que je l'ai vu via la bootleg session. Il est pas trouvable. Est-ce que quand même tu checks s'ils sont trouvables? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai absolument tous les abonnements cinéma possibles et imaginables. J'ai Mubi grâce. Non, c'est vrai. J'ai Mubi grâce à la carte magique. T'as reçu un mail d'Adopi? Non. Ouais, en vrai, je consomme énormément de films, mais énormément de films dont tout le monde n'en a rien à foutre. Donc, tu vois. C'est ce que tu dis. Bah non, mais non, mais en vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parlais de Netflix tout à l'heure, Guillaume, et c'est vrai que. Alors, moi, j'adore Netflix et tout, mais c'est quand même des films. Parfois, tu te dis, c'est des films qu'on a vus 1000 fois. Netflix, quoi, on regarde pas de films sur Netflix. Bah, très peu. Les nouvelles séries, les documentaires, ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver. Moi, je consomme énormément sur Prime, sur Canal+. J'ai tous les forfaits cinéma possibles. Ciné+, je consomme énormément. TCM, je consomme énormément. Personne te juge. Non, mais Night Shift, par contre, Night Shift, je l'ai vu sur TCM. Il passait sur TCM. TCM, c'est super. Non, mais par contre, il y a ce truc où, et effectivement, c'est vrai, c'est un vrai débat. Récemment, il y a Paramount Plus qui a ouvert. Et moi, j'ai eu la chance qu'ils m'envoient l'abonnement pour que je fasse un truc avec eux. Et il y a plein de films trop cool sur Paramount Plus et tout, c'est trop bien. Et quand j'en ai parlé en story, j'ai mon pote Mehdi qui m'a dit putain, mais c'est infernal, il y a trop de trucs, quoi, tu vois. Ouais, et ça, c'est un truc, je peux l'entendre parce que si tu veux voir les films maintenant, il faut être abonné à Disney+, Paramount+, Prime Video, Mubi, Canal Play. Après, je trouve que c'est comme le foot, en fait. Au moins Disney+, tu sais ce que tu vas chercher. Oui. Tu vois, il y a ce truc où tu dis Disney+, je vais chercher les Disney, les Marvel, etc. Encore qu'ils ont le catalogue de la 20th Century Fox, tu vois. Oui. C'est assez fat, hein. Et Star, ils ont aussi Star, ouais. Ils ont Star. À un moment, ils avaient mais tu vois, Lionsgate. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça doit être des histoires de droit, j'imagine, mais ils ont le catalogue de la 20th Century Fox. Pourtant, il n'y a pas tous les films de la 20th Century Fox. C'est vraiment une sélection de films, quoi. Tu vois, pourquoi ils mettent pas tout? Parce qu'ils ont pas tout. Ouais, ils vont les mettre au fur et à mesure, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, c'est difficile de suivre parce que quand les abonnements sont tous à 10 ou 15 euros, faut vraiment faire le choix à la fin. Mais tu sais ce qui m'emmerde, moi, j'aime bien faire des captures d'écran, des plans et tout ça. Et en fait, sur les abonnements, vu qu'ils ont tout, tu sais, qui est hyper contrôlé et tout ça,
tu fais une capture, c'est noir en fait. Parce que c'est genre rien, parce que tu pourrais piquer le droit d'image. Faut, les gars, laissez-nous kiffer nos trucs. Enfin, tu sais, on adore les cinémas. Je suis pas la cible du pirate. Enfin, tu vois, je suis pas le mec. Ah bon, t'es pas le pirate, toi? Bah non, mais c'est ce que je veux dire. Je consomme énormément. Je pense que je claque par mois au moins 300 balles de l'histoire du cinéma. Je pense que je suis justement le gars qui a le droit qui de faire finance ça. le cinéma. Tu vois, je paye un abonnement alors que j'y vais même pas. Je finance le gars cinéma. Qui finance le cinéma. C'est lui qui a financé Avatar 2. Je suis le type de gars qui finance le cinéma. J'ai un abonnement à 40 balles, 35 balles. Je vais pas au cinéma pour 35 balles par mois. J'ai des abonnements pour 70 balles. C'est vrai que, par exemple, moi j'ai la carte UGC, donc ça fait 20 € par mois. Je suis abonné à Netflix, à Prime Video, machin et tout. En vrai, pour la culture, je dois mettre bien plus de 100 € par mois. Moi, c'est sûr que oui. Et ça compte pas tout ce que je m'achète à la Fnac aussi. Donc vraiment, je dois mettre peut-être 200 € de culture par mois. J'ai même pris un Apple TV là, Apple Plus TV là. Ah, j'ai regardé 3 trucs dessus. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a rien sur Apple TV. Non, il y a rien, mais je sais pas, je voulais voir un film et voilà, j'ai payé. Moi, j'offre je donne aux gens. T'es comme ça, toi. T'es comme ça, toi. J'ai Spotify, j'ai Apple Music. Non, tu regorges de thunes, quoi. Je veux dire, avant, on claquait de la thune. Quand on voulait voir un film, on mettait 15 balles. Là, on me dit 15 balles, tu regardes tout ce que tu veux. Bon, bah d'accord. Vas-y. C'est un peu la même chose, pardon, mais c'est un peu la même chose avec les gens qui disent oh bah les festivals c'est cher. Les gars. Ouais, une place de concert ça coûte 30 balles. Là c'est 100 balles et il y a 3 jours, il y a 5 groupes qui sont racontés. Tous les groupes que tu veux. Très bien. Très bien. Tiens, il a fait un truc génial récemment, Guillaume. Je vais vous raconter ce que c'est marrant. Donc on a. Attends, je vais te raconter. On a un groupe de 3 avec un gars qui s'appelle Valentin, qui est à la base plus un pote de Guillaume et que j'ai souvent croisé en soirée et que je trouve et que je trouve très sympa. Genre j'ai vraiment plein de points communs avec lui et tout. Je le trouve très cool. Mais Valentin qui a évidemment un groupe qui s'appelle Mascara, je crois. Non exactement. Voilà. Et qui est un gars que j'aime beaucoup, qui est vraiment cool et tout, mais c'est plus le pote de Guillaume. Et du coup, dans la conversation à 3, il y a un groupe qu'on aime bien tous les 3 qui s'appelle Floriste. Et il envoie un message en disant Floriste passe en janvier à Paris, venez, on prend les places. Et donc moi je prends la place, Valentin prend la place, et on est là genre ok, on a pris nos places. Et Guillaume il fait ah bah finalement je suis à Londres ce jour-là. Mais bon, on va y aller tous les deux. C'est pas prévu. En fait, je suis le chaînon. Alors que t'es le dénominateur commun des deux. Et en fait, j'ai regardé, je suis complètement con. J'ai parlé trop vite. Pardon. Et du coup, on va y aller tous les deux. Bah, vous m'achèterez du merch. Oui, bien évidemment. Est-ce que tu as un son à nous conseiller, Aurélien ? Oui, bien sûr. En fait, je me rends compte que je suis vieux. Et que cette année 2022, j'ai quand même surtout écouté de la musique que j'écoutais quand j'avais 14 ans. C'est-à-dire énormément de rap américain des années 90. Notamment le podcast Take It Personal que je recommande à tout le monde. C'est une émission où ils sortent toutes les 2 semaines un énorme podcast en mode émission radio avec 4 gars et il y a des énormes mix à thème. Là, ils ont fait pendant 6 épisodes l'année 1994, donc je me suis bouffé que du rap de l'année 1994, ce qui est vraiment débile. Et parmi tout ça, il y a un morceau que j'ai pris comme exemple, mais ça aurait pu être n'importe lequel en vrai. Mais je trouvais que ça allait bien avec Night Shift. C'est Red Hot Lover Tone qui a fait un morceau qui s'appelle Number One Player en 1994 et qui est un morceau où il parle un peu de l'ambiance, on va dire Mac Player des années 90, où les gens disaient que voilà, ils étaient un peu des Mac dans le rap. Et le morceau a bien vieilli, je trouve. L'instru est super bien. C'est produit par Diamond D. Et ça rappe un peu à la Slick Rick en mode un peu genre je chuchote. On va dire un peu à la Snoop Dogg si vous voulez résumer grandement. J'aime bien. Et en fait, ce mec a arrêté sa carrière de rappeur pas très longtemps après ce morceau. Et il a fait partie ensuite du groupe de production Trackmasters. C'est lui, le Tone de Pocket Tone. Il a produit pour Nas, pour Notorious B.I.G., tout l'album de The Firm, c'était eux. Ils ont énormément produit aussi pour Will Smith. C'est comme ça qu'on revient sur le cinéma. Tout l'album, genre Jiggy Willy, tout ça, Miami Style, c'est Pocket Tone. Donc c'est ce rappeur qui a produit notamment ces titres. Girls say I miss you cause my shit's official. They be all over my shit like Scotty tissue. The issue is I wish you stop sweating me, I quit you. Damn, I never should've hit you. They call me chocolate lover, 10 inches of terror loving. I pull out my Jimmy and bitches be like, you bugging. But I tap the nap and I leave it in pieces. Said my name was Tone, but you're still saying no Jesus. Merci Aurélien, je vais enchaîner avec mon deuxième film. Ça l'a pas chauffé. Merci Aurélien. Il a bien emmerdé avec son morceau de rap. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, moi, les sons, je vais les rajouter au montage. Donc là, quand on parle sur le plateau des sons, on les écoute, on les entend pas. Donc voilà. Je vais vous parler d'un film. Alors, il y a quelques temps, j'ai vu une affiche passer.
chez Criterion Collection. Pour ceux qui ne connaissent pas Criterion Collection, c'est une collection de DVD américaine que je collectionnais quand j'habitais à Montréal. Et en général, c'est un peu comme Mubi. Oui. Ils choisissent vraiment des films triés sur le volet. Et d'ailleurs, il y a une émission que j'adore sur YouTube qui s'appelle, je crois, c'est le Criterion Closet. Et ils choisissent des DVD dans la collection. Voilà. Et en vrai, on peut dire que le vidéoclub de Combini s'est inspiré de ça. On peut dire. Je pense, je sais pas, j'étais pas là. Moi. Parce qu'en gros, le concept, c'est un gars qui rentre dans une sorte de vidéoclub et il dit ce qu'il aime et il parle des films, etc. Ouais. Donc, il prend que la collection de Criterion et il prend ses préférés. Et ce qui est cool, c'est qu'il repart avec ses DVD, je trouve ça trop cool. Ouais, c'est stylé. Amoeba faisait un peu ça avec What's in My Bag. Trop bien ça. Ou en gros, les. What's in my bag. Oui. C'était bien ça, alors. Tu sais très bien pourquoi je rigole. My bag. On va quand même expliquer, on rigole parce que. On va expliquer ça vraiment? Non, mais vite fait. Non, mais en 2014, un truc comme ça, 2015. Il y a 6-7 ans, il y avait une nana. On était à Montréal en plus. On était à Montréal, mais on suivait une nana qui avait une chaîne de, je sais pas, d'avoir 7 abonnés, un truc comme ça. Ouais, c'était un bon. C'était terrible de me lancer là-dessus. Ouais, non, vraiment, on raconte pas ça. Mais non, mais en gros, elle allait au supermarché, puis elle disait ce qu'elle avait acheté. Chez Action, et elle disait, et une fois, elle a fait une vidéo, et je sais pas pourquoi, tu sais, il y a des trucs qui deviennent cultes avec des potes, et donc tout le monde se fout, tu vois. Et une fois, elle a fait une vidéo où elle dit, avec sa voix, elle était mignonne en fait, on l'a regardée, mais c'était une meuf. Bon, arrête avec toi, elle était mignonne. Non, mais elle était gentille, quoi. Arrête d'édulcorer. Oui, elle était très gentille. Bon, en plus, j'adorais. Bah voilà. Ouais, c'est vrai. On la regardait, mais c'était pas pour se moquer, mais on se disait, c'est toujours un peu loose, t'as 7 abonnés, puis t'es un peu t'essaies d'être influenceuse, mais t'as 7 abonnés, tu vois. Et donc, elle avait dit, et pourquoi on rigolait de ça, je sais pas. Elle a fait, voudriez-vous voir une vidéo What Text My Bag quand je reviens de Namur? Et cette phrase, on l'a répétée 1000 fois. On l'a répétée 1000 fois pendant les vacances. Et en fait, c'est de la merde. Et juste parfois, on se fait des notes vocales en disant juste cette phrase. Tu sais, elle a buté sur ce truc et après on était What's my bag? Et du coup, chaque fois que j'entends What's in my bag, je pense à ça. Voilà, bon. Bon, en tout cas, Amoeba, le disquaire, a une émission qui s'appelle What's in my bag? What's in my bag? What's in my bag? What's in my bag quand je reviens de Namur? Et en gros, c'est des gars qui donnent leur album et films préférés et ils ont le droit de repartir avec. Voilà. Et bon, bref, tout ça pour dire que Criterion long shot. Elle est garée si elle tombe sur le podcast. Ouais. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas la cible, je pense. Criterion Collection a donc sorti un film qui s'appelle Chilly Scene of Winter, qui date de 1979. Et pour l'occasion, ils ont recréé une affiche. Et l'affiche, elle est sublime. C'est ça qui m'a donné envie de voir le film, parce que je connaissais pas du tout l'existence de ce film. Sur cette affiche, on peut voir un homme prostré comme ça avec un long manteau dans la neige qui observe une maison au loin. L'affiche est vraiment sublime au dessin. Et je me dis, tiens, c'est quoi ce film et tout? Et en fait, je me renseigne sur ce film sur Google. Et figurez-vous que je me rends compte qu'il est gratuit sur YouTube, entièrement, en bonne qualité. Pas sous-titré, etc. Mais je me dis, c'est l'occasion de le voir parce qu'il a l'air très très difficile à trouver. C'est un film réalisé par une réalisatrice qui s'appelle Joanne Micklin Silver. Et en gros, voici l'histoire. C'est l'histoire d'un gars joué par John Hurd. Et ceux qui ne visualisent pas John Hurd, c'est tout simplement Peter McAllister. Peter, il s'appelle dans le film de Maman, j'ai raté l'avion. Le père, ouais. Le père de Kevin, qui est un super acteur au demeurant. Et donc, c'est l'histoire d'un gars comme ça, en plein hiver, qui repense à une relation qui s'est mal terminée pour lui. Le film commence comme ça, il sort du travail, il rentre dans sa voiture, et dans la voiture, il y a une meuf qui lui dit « Attends, je vais te nettoyer tes lunettes, etc. » Et en fait, on se rend vite compte qu'il imagine cette situation et que la meuf n'est pas là. Et en fait, le film fonctionne sur des flashbacks où, en gros, il est chez lui un peu déprimé, puis il repense à plein de petites séquences comme ça, ce qui nous permet de nous comprendre comment s'est déroulée la relation. Il l'a rencontrée au travail. Elle, il s'avère qu'elle était mariée, qu'elle était en situation compliquée avec son mari. Il venait à peine de divorcer. Et finalement, lui tombe hyper amoureux d'elle, mais il est tellement amoureux d'elle qu'elle, ça lui fait un peu peur. Elle est pas trop sûre d'elle et elle arrête la relation. Et pendant tout le film, il essaie de la reconquérir. Donc ça mélange les flashbacks et l'avancée dans le temps actuel où on va essayer de le voir reconquérir cette meuf. Et voilà, j'ai trouvé ça très mélancolique. J'ai bien aimé aussi le fait que ce soit filmé en période hivernale où ça accentue quand même la déprime. Il est chez lui, il y a de la neige dehors, tu sais, très souvent tout seul, il fait froid, etc. La musique est trop bien. Je me suis renseigné sur le gars qui a fait ça. C'est un mec qui s'appelle Ken Lauber. Et en fait, j'avais jamais entendu parler de ce type. Et finalement, c'est un mec qui a pas trop percé dans l'histoire des composition de musique de film, mais c'était juste le pianiste de Joe Cooker et Johnny Cash. Quand même, ouais, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, et en fait, voilà, il y a toute une ambiance de mélancolie que j'ai bien aimé. Je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Et il y a des phrases quand même qui me sont restées. Il y en a une que j'ai notée là sur mon Mac. Il y a un moment où la meuf, cette phrase m'a marqué, il y a un moment où la meuf lui dit, donc elle arrête avec lui, et elle lui dit, lui est hyper amoureux d'elle, et en fait elle lui dit, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu me trouves si génial. Et il lui dit, si tu me trouves génial, ça veut dire qu'en fait il y a un truc qui cloche chez toi, donc forcément je peux pas t'aimer, quoi, tu vois. Genre en gros,
la meuf elle se dévalue tellement qu'elle lui dit ça fait de toi forcément un loser d'aimer une loseuse, quoi, tu vois. Et voilà, il y a plein de phrases comme ça qui m'ont marqué dans le film, et j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça cool. Après, j'ai conscience, parfois ça ressemblait plus à un téléfilm qu'à un film, mais j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai trouvé ça cool. J'aime bien les films comme ça, moi. Ouais, mais je crois qu'en plus tu l'as déjà vu celui-là en plus, non? En tout cas, tu connais la réalisatrice en tout cas. Oui, j'avais vu un autre qui s'appelait Between the Lines, qui parlait d'une rédaction de cinéma, c'est à peu près à la même époque. Et c'est d'ailleurs aussi avec John Hurd. Ouais, et mais je connaissais pas du tout cette réalisatrice. C'est super. Mais c'est vachement bien. J'ai bien aimé l'ambiance. Il y a un petit côté, je dirais pas Woody Allen, mais Woody Allen sans les vannes. Ouais. Un côté un peu, tu vois, mélancolique, doux, etc. Je trouvais ça cool. Si je devais donner une note à ce film, je donnerais la note de 6,5 sur 10. Pas mal. Plutôt, je pense que c'est la note adéquate. Et puis voilà. Et donc, comme je vous le dis, il est trouvable pour vraiment les bilingues. Il est trouvable sur YouTube en bonne qualité, mais sans sous-titres, juste en anglais. Donc voilà. Et pour le son, en général, quand je travaille sur mon ordi, j'écoute pas mal de musique de film. Et là, en ce moment, j'écoute en boucle la bande-son de $1 Million Baby. Bande-son qui a été réalisée par Clint Eastwood. Et d'ailleurs, dans mes souvenirs, t'écoutais pas mal Gran Torino ces derniers temps. En fait, plus j'écoute les bandes-sons de Clint Eastwood, et plus je me dis qu'il est vraiment fort, quoi. Parce que c'est un réalisateur, c'est un acteur, mais c'est aussi un compositeur de musique de film. C'est lui qui compose la musique de Unforgiven, avec le Claudia's Theme, et c'est magnifique ce qu'il fait. Et là, voilà, j'ai choisi un des morceaux de la bande-son qui s'appelle The Letters, et je trouve ça magnifique. Guillaume, ton troisième et dernier film. Alors je voudrais d'abord rebondir sur un truc qu'a dit Nemo tout à l'heure, puisqu'il a dit ouais, j'écoute des sons de 1994 parce que je suis vieux. La dernière fois sur Instagram, j'ai demandé aux gens ce qu'ils faisaient, parce que moi je fais des trucs de vieillard, c'est-à-dire maintenant j'ai un mouchoir en tissu, et j'ai dit est-ce que vous faites vous aussi des trucs de vieillard? Quelqu'un a brodé ton mouchoir ou pas? Non. Quelqu'un a répondu ah ouais, moi je fais des trucs de vieillard, j'écoute premier degré des sons début année 2000, genre Camaro et tout. Je fais bon allez. Par contre, je suis vraiment vieux en fait. Je suis très très vieux. Revenons sur le mouchoir en tissu parce que moi ça m'a intéressé. C'est un truc de vieillard ou pas? Bah oui, c'est un truc de vieillard. Mon grand-père avait des mouchoirs en tissu. Oui. Mais moi ce que j'ai dit à Guillaume sur Insta quand il a parlé de son mouchoir en tissu, je lui ai dit mais comment ça se passe? Parce que du coup, bon, ça va être très technique, attention hein. Est-ce qu'on doit le laver à chaque fois qu'on se... Non mais c'est du coup, il y a plein de morve dedans. Oui, mais elle sèche. Oui, mais c'est de la morve séchée en permanence. Ah, ben après, le mouchoir est grand. Hein. Et le mouchoir, il est un peu cartonné à la fin. À la fin, c'est du carton, oui, tout à fait. C'est ça ressemble à un buvard, à peu près. Ok. Et du coup, par contre, c'est vraiment un truc que tu prêtes pas, quoi. Alors après, c'est un truc que tu prêtes pas, mais c'est beaucoup plus écologique. Hein. Ouais. Mais du coup, tu le mets dans ta poche. Voilà. Mais avant qu'elle sèche, la morve dégouline dans la poche. Mais quand tu te mouches dans un mouchoir en papier, parfois tu le réutilises. Oui. Ah voilà, c'est la même chose. Tu l'utilises autant. Et c'est plus facile, j'imagine, de déplier un mouchoir en tissu qu'un mouchoir en papier. Bah, par exemple. Après, ton vieux mouchoir, il est plein de trous, là. Tu vois ce dernier bout de mouchoir où t'es là. T'es en galère dans le métro. Est-ce que tu penses que tu vas lancer une petite mode avec ton mouchoir en tissu? Bah, écoute, non. Ok, très bien. Vraiment pas. Ok. Et alors, pour continuer dans la vieillerie, je me suis dit, parce que moi, mon problème aussi, c'est que bon, je regarde que des films de Jean Gabin. Vous le savez. Oui. Et parce que j'essaye de général, dans cette émission, il y a toujours un film de Jean Gabin. Et voilà. Et je me suis dit, je vais pas encore parler d'un film de Jean Gabin. Stop, ça suffit. Je suis vraiment passé pour le dernier des vieillards. Mais alors, à part ça, j'ai pas regardé. J'étais sur Festen et donc j'ai regardé, bon, évidemment, Le Baron de l'Écluse, dialogue de Michel Audiard, incroyable. Si vous cherchez des punchlines dans les films, allez voir ce film, c'est génial. Mais dernièrement, j'ai fait un truc qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, on se dit souvent, tiens, je vais remater ce truc, tiens, je vais remater ce truc. Mais on se dit jamais, tiens, je vais me remater ce Disney. Un vieux Disney à l'ancienne. Un Disney à l'ancienne. On se dit pas ça. Si tu dis pas un soir, tiens, je vais me remater Dumbo. Tu le dis pas ça. Non, mais parfois, quand j'arrive pas à dormir, je vais sur Disney+, et la dernière fois, je me suis mis Peter Pan. Et ben voilà. Et ben la dernière fois, je me suis dit, tiens, dans le lit, je vais regarder La Belle et le Clochard. Et ben La Belle et le Clochard. Stylé. Il est quand même incroyable. Parce qu'on n'en parle jamais de La Belle et le Clochard. On dit tout le temps, oui, Dumbo, oui, Bambo et tout. La Belle et le Clochard. Bon, enfin, moi, à chaque fois, je mange des spaghettis, je pense à ce film. Et ben voilà, tout le monde pense à ça. Ouais, bah oui. Et surtout, c'est un film de Noël. Ah oui, tiens. Bah oui, ça se passe à Noël. Je savais pas ça. Et bah oui, à la fin, il y a des cadeaux sous le sapin. Au début. Ah, mais oui, c'est vrai. Et voilà, et la bande-son est exceptionnelle. Ouais, tu sais ce que j'aime dans les Disney comme ça, c'est le dessin. Eh ben, j'allais y venir. En fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte avec mon œil d'adulte où je me disais, waouh, c'est tellement. Le rendu, il est tellement fou. C'est-à-dire que les plis des chiens, les mouvements des chiens, il y a des plans il y a des plans qui sont des tableaux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le clochard, il vient sauver le bébé qui est en haut, qui se fait agresser par un rat. Il rentre dans la maison et il y a un plan où il y a
les marches, il y a la lumière en haut, et lui, il est juste en silhouette en bas. Le plan, il est magnifique. Ouais. Et il y avait un c'est les Disney à l'ancienne où c'était pas l'action qui primait, c'était les dialogues, l'émotion, la bonhomie, t'as envie de vivre là-bas déjà, les belles maisons. Ça se passe où, la Belle et Clochard? Ça se passe où? Angleterre ou États-Unis? Dans une banlieue. Ouais, en fait, comme il y a le chien anglais à côté, Ah oui, je sais peut-être. pas. Ouais. Mais en fait, ça Et ce que j'aime aussi dans ces vieux Disney, c'est la musique. Mais la musique est fantastique. Non, mais la BO de la Belle et Clochard, elle est fantastique. Et il y a ce truc où, je sais pas, il y a un truc, on parle souvent, tu sais, souvent ici, on dit les films doudou et tout. Mais même à 40 ans, tu regardes la Belle et Clochard, bah, désolé, ça te replonge, quoi. Moi, j'étais là, je l'avais en VHS, je me rappelle de ouf et tout, je kiffais trop. Et en fait, je l'avais pas revu depuis l'époque, je pense. Et ben, ça m'a fait trop de bien. Mais tu sais ce que, quand je pense à tous ces films, donc à toute cette période, les Aristochats, la Belle et le Clochard, les 100 Dalmatiens, parfois ça me laisse le sentiment que ce sont des dessins animés pour les enfants et pour les adultes. Or, les derniers, par exemple, quand je vois Encanto, qui sont des films très bien maîtrisés, très bien réalisés, j'ai pas l'impression que c'est pour les adultes aussi. Oh si, quand même. Et ben là, je viens de faire Enfin, Coco, non, sauf Coco. Coco, oui. Ouais, Pixar, c'est peut-être. Et là, je viens de voir Zootopie. J'avais jamais vu. Et c'est bien, hein. C'est chaud. Eh ben, c'est chaud. Ouais. Franchement, c'est trop bien. Visuellement, Et Zootopie, je me suis dit, c'est pas pour les enfants pour le coup. Ouais, ça fait un peu flipper. Et il y a beaucoup de blagues. Il y a beaucoup de blagues. Il y a des références à c'est et tout qui peuvent pas capter. Non, c'est surtout, je parlais du dessin. Tu vois, quand tu vois le dessin de la Belle et le Clochard, tu sens que c'est un. Enfin, je sais pas, il y a une élégance dedans aussi. À fond. Ouais. Et j'ai revu Bernard et Bianca aussi. C'est cool ça. Et ben, on sent le crayon papier à fond. Ouais. C'est incroyable. Tu vois vraiment les dessins, t'es là, ah ouais, mais vraiment crayonné. Qu'il n'y a pas dans la Belle et Clochard. Mais la Belle et Clochard, il est tellement. Tiens, d'ailleurs, je vous conseille, il y a une vidéo, il y a un gars sur YouTube qui s'appelle Arthur Genre. Et il a sorti une vidéo récemment que j'ai trouvé super. J'ai regardé ça, ça m'a fait mes 2 trajets en métro, je trouvais ça trop bien. C'est sur l'histoire de Euro Disney Paris. Comment Euro Disney s'est implanté à Paris, tous les problèmes qu'il y avait à la base parce que les Français voulaient pas d'Euro Disney, enfin certains Français. Ouais. Et j'ai trouvé ça trop bien. Du coup, je vous conseille sa vidéo. Tu vois, par exemple, si tu parles du parc Disney, la Belle et Clochard, il y a rien là-dessus. Il y a même pas de goodies. Ah, c'est un peu à l'ancienne. Ouais, mais c'est dommage. Mais c'est dommage quand même. Peter Pan, il y a des trucs. Belle et Clochard, il y en a pas. Moi, ce que je kiffais grave dans la Belle et Clochard, c'est qu'il y a aucun. Il y a rien des Aristochats. À part les Italiens, il y a aucun humain. En fait, tout le début du film, il est au niveau des pieds. Ouais. Et ça, je trouvais ça légendaire parce que pour le coup, c'était vraiment un film basé sur les chiens, pas sur les humains et leurs chiens, tu vois. À la fin, tu vois un peu les humains. Tu les vois très peu, et c'est vraiment la fin, quoi. Ouais. Et sinon, le resto italien. C'est le seul moment où tu les vois. Tu sais, la tante qui accueille. Ah oui, la méchante tante. La méchante tante. Mais les parents, en tout cas, enfin les maîtres, tu vois. Mais c'est incroyable. Les parents, on les voit pas. Pendant tout le début, on les voit pas du tout. Et je me suis souvenu, tu vois, que comme à l'époque où t'es enfant, et je sais pas si vous êtes, mais tout le monde a eu ça, mais tu reprends des punchlines de films. Et je me suis souvenu de cette punchline quand je l'ai revue là, où avec ma sœur, on disait tout le temps. Vous ai-je déjà parlé de mon vénérable grand-père? Et tu sais, je l'ai revu, j'ai fait oh putain, c'est bien. J'avais oublié le truc qu'on se disait tout le temps. Et ouais, c'était trop bien. Bah ouais, ça replonge en enfance et ça fait trop du bien, voilà, tout simplement. Bah quoi, je voulais finir sur une note positive. Mais moi, c'est Noël. Moi, je trouve ça très doux, bravo. C'est doux, non? Combien sur 10? Qui va mettre 7? Non, mais attends, on est obligé de mettre 10, non? Bah 10, voilà. Bah, écoute, attends, 10 sur ton 10. Disney à l'ancienne préféré. Allez, avant mon le Disney d'enfance. Écoute, je dirais. J'hésite entre Merlin l'Enchanteur et les Aristochats. Ah, Merlin l'Enchanteur, faut que je le revoie aussi. Allez, lourd, très très lourd, Merlin. Et toi, c'est quoi? Robin des Bois. Robin des Bois, c'était je connais vraiment toutes les musiques par cœur, alors que je l'ai revu il y a pas longtemps. La musique que je siffle le plus au monde, elle dure dans le film 1 minute. Ça n'a aucun sens. C'est bien. Comment en 1 minute de film ça a pu me pourrir. Mais après, tu vois, il y a bon, après c'est Pixar et tout, mais j'adore les Disney à l'ancienne. J'adore le dessin et l'ambiance des Disney 90, donc tout ce qui est Aladdin, La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Le Roi Lion, etc. Mais les Disney récents, les Pixar, j'aime, mais les Disney, bah, je trouve que quand même c'est un peu en deçà par rapport. Bon, il y a La Reine des Neiges qui est devenu un gros truc, mais je n'ai jamais vu. Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'y a aucune daube? Il n'y a aucune daube. Ah, si, il y a des daubes. Il y a eu tu prends tout le début là, pas le début, mais il y a des daubes à partir de c'était tous les ans, et tous les ans ils sortaient un truc. Mais toi, je peux te dire que la ferme se rebelle. Ton préféré, Guillaume, c'est pas Rox et Rookie? Ah ouais? Mais en revoyant La Belle et le Clochard. Rox et Rookie. Moi, je regardais tout le temps quand j'étais petit. Rox et Rookie, je t'avais offert le vinyle. Effectivement. De la musique. Effectivement. C'est vraiment, il me fout le cafard de fou. Mais moi, quand j'étais petit, je le regardais à fond, je l'adorais. Ah ouais, putain. Mais faut que je le revoie, mais je vais le revoir avec un œil d'adulte, ça va me faire bizarre. C'est horrible. C'est vraiment, on s'aime bien, puis en fait, à la fin, on va se buter. Dumbo, moi, j'aime pas, moi. Dumbo, il m'étonne une seule Bambi, Dumbo, cafard. Et Pinocchio aussi, il me fait Pinocchio, cafard. Ouais, c'est presque pédophile. Bah quoi? Arrête avec tes pédophiles. Pinocchio, il faut non, les gars, le livre de la jungle. Là, on a un truc.
J'ai jamais trop regardé celui-là. Ah si, c'est jazzy les gars. Là on se marre là. Ça veut dire que dans le top 3, ça fait Merlin Enchanteur. Non, je dirais les Aristochats quand même. Bon, les Aristochats, Merlin Enchanteur. Non, Romain Si je peux me Desbois. permettre, j'ai fait ce top sur mon Instagram l'année dernière pendant Et bah, Noël. c'est pour ça que Et je t'ai lequel a lancé. gagné alors? Moi j'avais mis en premier La Belle au Bois dormant. Pourquoi ? Parce que visuellement, il est totalement incroyable. Vraiment, je l'ai revu avec des yeux d'adulte. Je le regardais pas trop quand j'étais petit, je le trouvais trop conte, un peu trop figé, tu vois. Mais en fait, quand tu le revois en termes de réal, les images, le rendu des couleurs, la baston avec le dragon, il y a du vert, il y a du. Enfin, les couleurs, elles sont folles. C'est ce que je me dis, Et, moi, parfois. c'est hyper art déco, c'est un délire. Tous ces films-là, les Aristochats, etc., quand même, je me dis, alors si je dis pas de bêtises, ils sont sortis parfois dans les années 30, 40, 50. Ça veut dire que. Blanche-Neige, tout ça, c'est années 30. Ouais, voilà, ça. C'est-à-dire qu'en fait, potentiellement, pendant un événement qui nous paraît si lointain comme la Seconde Guerre mondiale, bah, t'avais accès à ces films-là, tu vois. Ouais, grave. Et le parallèle, je le trouve vraiment brutal. En fait, surtout, ce qui est fou, c'est que, je pense, dans notre tête, on fait pas de différence entre Blanche-Neige, qui a été fait en 1934, je crois, ou 37, et les Aristochats, qui a été fait dans les années 60. Alors qu'en fait, il y a 30 ans, Non, tu c'est plutôt les Aristochats, non? années 50, Parce que peut-être, dans mes mais, souvenirs, c'est Maurice Chevalier qui fait la musique du film. Ouais. Et je crois que c'est au sortir de la guerre, Mais les Aristochats. non, mais il y a bien un chat dans les Aristochats qui est un peu hippie, non? Il y a pas ça? Je crois que c'est les années 60. Ouais, hein. années 60. Parce que c'est le moment où ils font toute Un la. gars qui a des lunettes et un chat dans la troupe de O'Malley, là. Ouais. Qui est un peu dans un Il est délire en hippie avec mode des lunettes. ouais, Beatles et exactement, tout, tu Beatles. vois. Et d'ailleurs, ça a été un peu cancel, George Lennon. ce passage. Et attends, puisqu'on parle de Disney, puisqu'on en a jamais vraiment reparlé, mais on est allé à Disneyland. Ah oui, à Los Angeles. à Los Angeles. Il y a un mois. Et alors, Eh ça ben, t'a plu? Bah, pour la première fois avec Guillaume, on est à Los Angeles il y a un mois, donc c'est le Disneyland mythique, Ouais. parce que c'est le tout premier, celui qui a J'avais été allé. créé par Walt Disney dans les années, si je dis pas de bêtises, 60, 50. Fin 50, je crois. Ouais, non voilà. Et Oui, et moi, pour le coup, je sais pas ce que toi t'en as pensé, Guillaume, mais moi je l'ai senti vraiment. C'est-à-dire que quand tu te balades dans les rues, tu sens que c'est un Disney beaucoup plus à l'ancienne que le Disney qu'on a à Paris. Tu vois, dans l'architecture des façades, des Et bâtiments, surtout etc. le monde avec le gros ours, tu sais, dans les pins en ouais, ça, c'est Canada, trop là. bien. Ça, c'était trop cool. Ouais, mais justement, en fait, à la différence du Disney, les Aristochats, bah, t'as raison, Aurélien, c'est 70. Tu vois, je pensais que c'était beaucoup plus tôt, les Aristochats. Ouais. Et en fait. 55 pour Disneyland. Ouais, 55. Et du coup, ce que j'ai ressenti aussi dans ce Disneyland américain, c'est que on sent qu'ils ont mis l'ambiance des petits cartoons Disney qui durent juste 6-7 minutes. Ouais, Tu sais, parfois on voit Donald, les vieux cartoons Disney, on voit Donald faire du camping ou tu vois, aller dans les bois, etc. Goofy qui fait le baseball et Exactement. Et bah, cette J'adorais ambiance-là, ils l'ont vraiment ils l'ont incorporée gardé. dans ce Disney, là où à Paris, c'est pas forcément le cas. Il est beaucoup plus grand que l'autre, surtout. Oui, oui, oui. tout. Ouais. Et puis, Il y a Adventureland et tout quand même. Ouais, il y a tous ces il y a tout un monde Star Wars qui est incroyable. Ouais, ça c'était trop Ah bien. ouais. On a fait l'attraction Faucon Millennium, c'était trop Ouais, bien. c'était trop Parce bien. qu'en fait, tu peux interagir, c'est toi qui balances les missiles, t'es en équipe avec les gens et tout, c'était trop cool. Ah, mais d'ailleurs, je dis j'ai pas regardé de film et je me suis retapé parce que j'avais jamais vu j'avais vu que les 4, 5, 6 de Star Wars. J'avais jamais vu les autres. Attends, 4, 5, 6, donc les tout premiers. Voilà. Et depuis qu'on est revenu de Los Angeles, j'ai dit à ma copine, eh bien écoute, on va se C'est faire un tout Star marathon Wars. Star Wars. Ouais. Bah, j'y arrive pas. Ah, t'y arrives pas? Aïe aïe aïe. Attends, le premier là, la menace fantôme, j'ai trouvé nul. Ouais, mais après, le 3, il est bien. Avec le personnage Ouais. relou là. Non, le 3 il est bien. Le Jar 3 à la Binks. fin, ça y est, j'étais dedans. Jar Jar Binks. Oh, Jar Jar Binks, c'est horrible. ça. Ah bah, Ouais, non, c'est une ça horreur. c'est. Mais tu sais que c'est George marrant, Lucas, quand tu le laisses partir, c'est il marrant part en ce que tu couille. me dis parce que moi, j'ai fait ça il y a 2 semaines. Avec Justement, Star j'étais Wars. galvanisé par Bah ce oui. qu'on a fait. Et j'ai commencé à regarder le premier et j'ai pas su. J'ai pas Ouais, tu vois. Jar Jar On y Binks, arrive ça m'a pas. un peu saoulé. Menace Oui, fantôme, moi il aussi. casse l'ambiance. Mais on n'y arrive pas. Et Alors, en plus, ça a mal vieilli, je trouve, les effets. Tu Et vois. bah ouais, alors à fond. Et je rentrais du coup de ce truc de Star Wars. Et je me suis dit, putain, mais à chaque fois qu'on voit dans des trucs parce que nous, on aime bien, on est dans les trucs de geek et tout, je me dis, waouh, mais si j'étais fan de Star Wars, putain, j'aurais Ouais, tellement c'est de la trucs. folie. Parce qu'il y a tellement de trucs, tu vois. Ouais. Et tu reviens de ce monde à Disneyland, tu te dis, bon, allez, faut que je sois fan de Star Wars. Et bah, j'y arrive pas du tout. Et d'ailleurs, J'y arrive pas, ça rentre pas. à J'aime pas. Disney, dans l'univers Star Wars, j'ai eu la riche idée d'acheter un sabre laser. Et c'était méga relou parce que quand tu ramènes un sabre laser à Paris, bah c'est relou quoi. Parce que c'est pas un sabre rétractable. Oui, Donc, en t'es avec plus, ton grand il est sabre. pas rétractable. J'étais avec mon Il grand fait sabre quoi comme, Il fait du bruit. comme il un fait grand quelque dadais. chose Non, après il est cool, il fait de la lumière et tout, il fait le bruit. Dès que tu le bouges, c'est des capteurs avec le bruit et Donc, tout. est-ce que tu dirais que c'est le Disney il est mieux que celui de Paris? Si, ouais, non. oui, d'accord. Bah, après, Ouais. moi je suis quand même attaché au Disney de Paris, mais bon. Ouais, il est mieux. Et il y a des Après, grosses attractions Par aussi. contre, j'ai préféré Universal Studios que Disney quand même. Ouais, moi aussi. Mais non, mais aussi. c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. J'ai cassé mon appareil photo là-bas, argentique. Ah merde. J'étais déçu. Oh non. Ouais, En j'étais un faisant peu- quoi J'étais un peu triste. Bah, on a fait une attraction, les Indestructibles, ça, le dessin Après, animé ce qui est bien, c'est que là-bas, on a mangé hyper sainement. Oui. Ouais, non, on a mangé comme des. Ouais. Comme des Bah, dans la c'est- journée Disney, on a mangé déjà 2 parts de pizza.
Une le matin, une l'après-midi. Ouais, mais à la fin, j'en pouvais plus. Moi, mon corps rejetait tout le gras. Enfin, j'en pouvais plus. Est-ce que t'as un son à nous conseiller? Un son qui est pas du tout en rapport avec La Belle et le Clochard, mais cette année, en plus d'avoir fait plein de trucs, j'ai vu un groupe que j'avais jamais vu sur scène, et pourtant, qu'est-ce que je l'écoutais? Ah, c'est un groupe japonais. Quand j'avais 20 ans, exactement. Quand j'avais 20 ans, j'écoutais, plutôt même. Au tout début, bref, j'écoutais ça et j'adorais, et je les avais jamais vus sur scène, et là, ils sont passés, et c'est vrai que depuis le retour du Covid, j'avais un peu abandonné, pas abandonné le hardcore, mais un peu abandonné le fait de sortir, d'aller voir des concerts, etc., de supporter un peu les musiques alternatives, et là, je m'y suis remis, et quel plaisir de se dire qu'à 38 ans, on peut reprendre une claque en concert. C'est vrai, parce que souvent, on va voir des concerts, on sort, on est là, bon, ok, c'était cool. Là, j'ai pris une tarte, genre frisson, genre bouche ouverte, j'en pouvais plus. Il s'agit de Envy, qui sont passés au Trabendo. J'étais pas le seul à prendre une tarte. Tous mes potes à l'ancienne, on était là. Oh mec, j'ai des frissons. C'était trop beau. Alors effectivement, je vous conseille toute la discographie d'Envy. Je vais vous donner juste mon morceau préféré que j'écoutais à l'époque, puisque c'était un album qui sortait en 2001 quand même. Et Farewell to Words, qui est quand même, pour moi, si vous aimez la musique intense avec une intensité folle, écoutez Envy. Aurélien, ton troisième et dernier film. Je me rends compte que j'ai fait un peu la même que Night Shift. Je pense que je suis un peu dans ce genre de film qui se passe la nuit, un peu glauque. Sauf que là, cette fois-ci, ça se passe à Los Angeles. Je sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Miracle Mile. Non. Un film de 1989, je crois, qui est réalisé par Steve de Jarnat. Et en fait, c'est quasiment son seul film. Et c'était un peu un film maudit, parce que Steve de Jarnat, c'était un scénariste assez connu à Hollywood, et son scénario de Miracle Mile a tourné à Hollywood depuis le début des années 80. Tout le monde voulait le réaliser, mais tout le monde voulait le réaliser à sa façon et changer un peu le scénario. Et Steve, il a tenu pendant 10 ans en disant, si on fait ce film, il n'y a que moi qui va le faire. Quand c'est sorti, personne n'avait rien à foutre. Depuis quelques années, c'est en train de devenir un film culte, surtout grâce à Joe Dante, qui arrête pas de dire c'est mon film préféré, ce film est un chef-d'œuvre absolu. T'es en train de chauffer là. Il est incroyable. Pitch, on est Miracle Mile, c'est un petit quartier en fait à Los Angeles. On est avec un personnage principal qui est dans la trentaine, un mec un peu qui a de la thune, mais qui est très seul, qui se fait un peu chier. Et ça commence en mode genre, en fait, je sens qu'au fond de moi, je suis romantique, mais j'ai jamais trouvé la personne pour être romantique. Il est au niveau, au début du film, il est dans les tar pits, là, le fameux à la Brea, les endroits où tu as les sortes d'énormes lacs de pétrole, là, où ils ont mis aussi leur musée d'histoire naturelle. Et ils visitent le musée d'histoire naturelle, et pendant cette visite, il y a un coup de foudre avec une meuf. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que tu as tout de suite une musique de Tangerine Dream qui est hyper planante, et tu n'arrives pas à savoir si tu es dans un rêve. Ça fait très David Lynch en fait. Tu sais pas si tu es dans un rêve ou si tu es dans un truc qu'il est en train de fantasmer, ou qu'est-ce qui se passe. Tu sais, tout est un peu suspendu, et en fait ils sortent du musée, ils se sont fait plein de vannes, c'est le générique ça, et il dit j'ai peut-être raté l'amour de ma vie, je vais jamais la revoir. Et arrivé là, il la recroise à côté des tar pits et ils discutent des petites boules qu'il y a dans les tar pits, et pouf, commence une histoire d'amour. Tu te dis, super, une rom-com avec des super points de vue, un délire un peu rétro, hyper bien filmé, chambé. Suite de petite merde, il se retrouve à rater son rendez-vous avec elle qui travaille dans un diner. C'est la nuit. C'est Los Angeles qu'on kiffe, trop bien filmé, entre La Brea, Fairfax, Wilshire. Franchement, j'ai kiffé le Los Angeles des années 80 comme on aime. Il arrive 4 heures en retard au rendez-vous, il se retrouve dans le diner, et il a foiré son rendez-vous avec la meuf. Donc tu te dis, putain, c'est une suite d'événements pourris où tu te dis, en fait, ça va être un film sur le destin, et ils vont se rater, quoi. Et là arrive le petit truc que tout le monde voulait dans son film et qui va tout changer. Il l'appelle de la cabine téléphonique en disant, je suis désolé, j'étais en retard, elle dort. Et juste après, ça réappelle, il croit que c'est elle, il décroche, et là, il y a un mec en panique qui pense qu'il appelle son père et qui dit, on va balancer les missiles dans 1 heure, faut que tu partes absolument, je t'appelle mais j'ai pas le droit et tout. Et après, t'entends que le mec il se fait flinguer,
Et là, ça le mindfuck. Il se dit, waouh, est-ce que c'est l'apocalypse nucléaire ou pas? Est-ce que tu nous as balancé trop de pitch là? Oui, Non. attends. Ça, Moi, j'ai envie de le voir. j'ai envie de le voir aussi. C'est dans les 10 premières minutes. Est-ce que c'est, y a pas une ambiance wargame du coup? Non, parce que après, ça va être quasiment en temps réel. Le film, il dure 1h30. Et donc, lui, il pense que pendant 50 minutes, il y a potentiellement une apocalypse nucléaire qui va arriver. Et il se passe ce qui se passe dans Los Angeles. Avec des personnages de la nuit que tu croises, des gens à qui il essaie d'expliquer ce qu'il pense qui est arrivé, des gens qui croient qu'il est fou, d'autres qui disent t'es sûr que c'est réel, d'autres qui font ça à fond dans le truc. Et il y a une sorte de course en avant comme ça, avec l'histoire d'amour aussi, où lui il veut essayer de retrouver la meuf. Et tout ça filmé en mode paranoïa et hyper à Los Angeles. T'as des lieux hyper puissants de la vie nocturne de Los Angeles des années 80. Ça m'a grave fait penser à Into the Night, Nuit Blanche série noire pour Nuit Blanche, un film avec Jeff Goldblum qui se passe aussi dans Los Angeles de John Landis, où il y a toute une suite comme ça de péripéties où le mec est juste il arrive pas à dormir, il se pointe à l'aéroport juste pour boire un café et il se retrouve dans toute une histoire avec une meuf. Là il y a un peu ce truc là où tu sais pas où tu vas, tu sais pas si le mec rêve, si le mec a pas assez dormi, et même lui il se pose des questions absolument tout le temps. Et j'en dis pas plus, franchement le film il est génial, exceptionnel. Putain, je l'ai regardé hier soir, j'ai kiffé de ouf, j'étais scotché jusqu'à la fin. Et il y a très peu d'acteurs connus dedans. C'est très années 80, il y a des ambiances très Joe Dante, tu retrouves un peu le côté un peu de matinée, tu vois, où des fois ça va dans de la comédie. Il y a des personnages très archétypés, mais vraiment hyper cool. Et surtout, une musique incroyable, planante et flippante de Tangerine Dream du début à la fin. C'est un ovni des années 80 qui était passé totalement inaperçu. Moi, je tombais dessus dans une liste parce que j'étais là, genre, j'ai envie de voir que des films à la After Hours. Et il y avait ce film proposé dans les premiers. Il disait Miracle Mile, le film de science-fiction rom-com bizarre des années 80. Alors, combien sur 10 pour ce film? Franchement, je mets 9. Je l'ai vu d'hier. Je dis juste qu'en français, si vous le cherchez, ça s'appelle Appel d'urgence. Donc, je pense que vous le trouverez jamais. mais sinon, je mets 9 parce que OVNI, parce Mais j'aime bien l'histoire comme ça. Bizarre, les mecs ont fait un film qui reste un film. Et il voulait que ça soit ce film-là avec ce scénario-là. Il voulait pas. Enfin, il avait sa vision. Il voulait aller au bout de sa vision. Ça a pas trop marché, mais il y a des côtés peut-être un peu cheap maintenant, tu vois, c'est très années 80, mais je pense que vous allez kiffer, et les gens qui kiffent un peu le cinéma des années 80, un peu avec des effets comme ça, et un mélange de romantisme, de paranoïa, de films un peu de science-fiction, franchement, j'ai kiffé de ouf. J'ai pas envie de vous trop le vendre parce que vous allez être déçus, mais vraiment, j'ai kiffé. Est-ce que tu as un dernier son à nous conseiller? Ouais, pour le coup, c'est un son hyper moderne, mais en ce moment, j'arrête pas de me buter au dernier morceau de l'Illusiver. Just Wanna Rock, c'est un morceau qui dure moins de 2 minutes, qui est trop bizarre. En fait, c'est des sonorités un peu Jersey, il rappe même pas, le clip est fou, on sait même plus ce qu'il fait comme musique, l'Illusiver. Et je me suis dit que ça serait potentiellement une parfaite bande-son pour Miracle Mile s'il avait été fait en 2022, parce que c'est en même temps hyper grandiloquent, en même temps un peu techno, un peu rap, on n'arrive pas à savoir. Et je sais pas, à chaque fois que ce morceau arrive, il se passe un truc dans ma tête. Donc je me suis dit que c'était bien de le mettre là. Tu nous as donné le titre. Just Wanna Rock. Okay. Just Wanna Rock 2022, l'Illusiver, c'est sorti il y a quelques semaines, et le clip est sorti il y a encore moins de semaines, il y a un mois, je dirais.
1600 block. I just wanna rock. I just wanna I just wanna rock. Body out of ya. Shorty got that body out of ya. Hit it once, no time. Side up, fuck, you gon' kill my vibe. Stand on my money, don't know my side. Ok, mon dernier film, c'est un film que j'adore et que j'avais vu quand j'étais enfant, puisque il me semble qu'avec ma mère, on l'avait loué au vidéoclub. Et typiquement, c'est le genre de film que tu loues au vidéoclub dans les années 90. C'est un film qui s'appelle Breakdown, qui date de 1997. Film réalisé par Jonathan Mostow. Et Jonathan Mostow, il a réalisé simplement 4 films. Il a réalisé Breakdown, il a réalisé U571, un film de sous-marin. J'adore. Terminator 3, Jonathan Mostow. Oh Clone avec Bruce Willis et enfin un film qui s'appelle Le Professionnel. Donc sa carrière elle est un peu bizarre, un peu en dents de scie, et pourtant il avait commencé avec ce film donc Breakdown qu'il a réalisé et qu'il a écrit. C'était son tout premier projet, donc peut-être son projet qui lui tenait le plus à cœur. C'est un film avec Kurt Russell que j'adore. Mon gars. Et quand il signe Kurt Russell en 97, forcément Kurt Russell c'est une grosse star. Et que fait Kurt Russell quand il accepte de jouer dans Breakdown? Il dit très bien, mais comme je vis à Los Angeles et que j'ai pas envie de laisser ma famille tout seul, eh ben, je veux un hélicoptère tous les jours pour aller sur les plateaux de tournage. Donc, en gros, il a eu dans son contrat l'hélicoptère. Et chaque jour, il restait pas sur place, à l'hôtel ou quoi. Il retournait à Los Angeles en hélicoptère. Et puis, chaque jour, c'est comme ça que ça se passait. Donc, il y avait quand même un sacré budget transport sur le film. J'habite un peu loin du studio. À ce moment-là, si on peut... De Sèvres? Ouais. Bon. Un petit peu d'hélico, c'est pas sympa, là, parce que bon... Je vais vous raconter le début de l'histoire, parce que je pense que c'est en vous racontant le début de l'histoire de ce film que ça va peut-être vous donner envie. C'est l'histoire d'un couple, Kurt Russell, enfin le personnage qu'incarne Kurt Russell et sa femme, qui quittent une ville, bon, je crois que c'est une grande ville, pour rejoindre le sud, en l'occurrence San Diego, et ils font la route comme ça, ils ont tout lâché. Ils ont lâché leur métier, leur maison, ils changent complètement de vie. Ils sont dans la fin trentaine, début quarantaine, ils veulent un nouveau départ, et ils sont sur une route comme ça, ces fameuses routes américaines, ambiance route 66, où il n'y a rien que des paysages comme ça, ambiance... tu vois, Grand Canyon, Arizona, et tout. Et un peu avec ce qu'on appelle des rednecks. Tu vois, les rednecks américains, un peu les beaufs, avec leur port d'armes et leurs grosses voitures, etc. Et sur cette route déserte, à un moment donné, il y a une queue de poisson avec une voiture un peu inquiétante, ambiance duel de Steven Spielberg, et Kurt Russell, qui lui est avec son petit polo Ralph Lauren, bien coiffé, etc. Oui, tu m'as raconté ça déjà. Ah bon? Et oui, on sent qu'il vient de la ville et tout, machin. Et puis, il est dépassé comme ça en queue de poisson par ces rednecks qui ont l'air menaçants. Et ils font des trucs bizarres, ils s'arrêtent au loin, ils fixent Kurt Russell au loin, et ils disent, bon, bizarre ces gars. Il continue la route, il va à la première station essence, et il tombe sur ces gars, qui sont un peu menaçants. Il met le plein, il va acheter des trucs à la station essence, de la bouffe et tout, il revient, et là, quelques minutes plus tard, sa voiture, au milieu de nulle part, tombe en panne. Et il se dit, putain, relou, ça tombe en panne, il n'y a vraiment aucune voiture, on est là au milieu du désert, on ne sait même pas où on est. Il ouvre le capot, il voit rien. Bon, finalement, un camion arrive, Kurt Russell l'arrête, et il y a un gars, la cinquantaine, qui sort comme ça, qui semble plutôt sympathique, et qui leur dit, oui, là, il y a un problème avec votre moteur, mais en fait, faut faire venir une dépanneuse. À l'époque, il n'y a pas de téléphone portable. Il dit, ce que je peux faire, c'est vous emmener à la station d'essence le plus proche et vous passer un coup de fil à un dépanneur, quoi. C'est une nouvelle voiture qu'ils viennent de s'acheter, et il veut pas la laisser tout seul, Kurt Russell. Et il dit, ouais, putain, ça m'emmerde, parce que quand même, la voiture, elle coûte cher et tout. Et la femme, elle fait, bah attends, moi je vais avec lui, le mec a l'air hyper sympa, et j'appelle le dépanneur et je reviens et tout. Kurt Russell, il est pas sûr, il veut pas trop laisser sa meuf avec le gars et tout. Mais à la fin, sa meuf, elle le convainc, il fait, attends, tu sais, je suis grande et tout, tu sais, je peux aller à la station d'essence. Bon, ok, vas-y. La meuf entre dans le camion, elle part avec le gars, une demi-heure, 1 heure, 1h30, 2 heures. Il se dit, putain, 2 heures, il commence à stresser et tout. Et il regarde sous le capot, et qu'est-ce qui se passe sous le capot? Il y avait des câbles qui avaient été débranchés. Et là, très vite, on imagine qu'il comprend que c'est peut-être des gars qui ont fait ça à la station essence juste avant, parce que c'est vraiment 2 câbles qui ont été débranchés et qui ont causé la panne. Donc il rebranche les 2 câbles et il arrive à redémarrer. Il va à la station essence, sa femme n'est pas là. Il dit, attends, vous avez pas vu une nana, les cheveux courts? Non monsieur, on n'a rien vu. Et il commence un peu à stresser, quoi. Tu sais, il se dit, waouh, mais où est ma femme et tout, tu vois. Il reprend la route, c'est pas quoi faire, il est au milieu de nulle part, le gars. Et qui y croise sur la route? Le fameux routier qui a pris sa femme en stop. Alors là, il fonce et tout, il va voir le mec, il fait une queue de poisson, il freine devant lui, etc. T'en racontes pas tout, hein. Non, je raconte pas tout, c'est le début. Et il va voir le gars. Ça donne envie de le voir. Il lui dit, gars, où elle est ma femme et tout. Et là, le mec, il dit un truc, ça fout la rage, il fait, je vous ai jamais vu, monsieur. Qui êtes-vous? Oh ça fout la haine, ça. Oh et là, à ce moment-là, il y a une voiture de flic qui arrive. Et là, Kurt Russell, tout paniqué, il arrête la voiture de police, il fait, monsieur. Le flic, il sort et tout.
Il fait, ce gars, il a pris ma femme en stop il y a 2 heures, et là, il me dit qu'il m'a jamais vu. Et le mec, il est là, genre, monsieur l'officier, je vous jure que je n'ai jamais vu ce gars et tout. Et nous, on sait que c'est lui, on l'a vu, et tout le monde sait que c'est lui, tu vois. Et à partir de là, voilà le pitch du film, comment il fait pour retrouver sa femme. Parce que le flic dit, bah, manifestement, je vais vérifier le camion. Il vérifie le camion du gars, il n'y a rien. Et lui, il est tellement ahuri comme ça, genre, si, il a pris ma femme, que le flic, il se dit, bah, c'est un ahuri, quoi, tu vois. Et là, comment il fait, en fait, pour retrouver sa femme, le gars? Voilà le début du film. Ouais, c'est Kurt Russell, là. Et le film, bah, franchement, il est trop bien. Tu passes un super moment. J'avoue. Et puis voilà, tu sais, c'est vraiment le genre de trailer un peu très années 90, bien filmé, bien maîtrisé, les scènes d'action sont cool. Ils en font plus les comme ça. Non, ils en font plus les comme ça. Et surtout, ce que j'aime avec ce film, c'est que ça monte en tension. Et surtout, tu te mets à la place du personnage. Et quand le gars, je vous jure, quand le gars dit « Je vous ai jamais vu, monsieur », bah, tu ressens la haine de Kurt Russell, tu vois. C'est clair. Tu sais, t'as juste envie de le tuer, le gars, à ce moment-là, quoi. Et voilà, le film est trop bien. Il est dispo. Si je vous en parle, c'est parce que justement, j'ai reçu l'abonnement Paramount Plus et j'ai vu qu'il y était. Il est super rare à trouver en général, ce film. Mais à mon avis, il est peut-être ailleurs que sur Paramount Plus, faudrait voir. Mais voilà. Et de toute façon, en gros, je vous conseille de l'acheter carrément en DVD parce que c'est un film qui mérite d'être possédé en DVD. Donc voilà, c'est mon dernier film que je vous conseille, Breakdown. Et en son, je vous conseille un morceau que j'ai beaucoup écouté cette année. C'est un de mes albums préférés d'année. C'est un groupe qui s'appelle Always avec 2 V, A-L-V-V-A-Y-S. Et le son s'intitule Tile by Tile. Il y a un truc qu'on fait. Ah non, j'ai pas mis la note pour ce film. Ouais, alors. Je vais dire. Après, c'est toujours difficile parce que tu peux pas le noter parmi. Enfin, tu vois, mais dans son genre, je dirais que ce serait un bon 8-9 sur 10. Dans le genre des thrillers, c'est un. Ouais. Mais dans le cinéma, je dirais que c'est un 7 sur 10. Mais c'est un super film, vraiment. Vous allez passer c'est l'assurance de passer un bon moment. Voilà. Et je sais que tu l'adores, Kurt Russell, Aurélien. Ouais. Ce qu'on fait en général dans cette émission, j'y ai pensé pendant qu'on faisait, c'est que on va récapituler les 3 films qu'on s'est donnés. Et à tour de rôle, on va se dire quel est le film qui nous a le plus chauffé parmi ce qu'on a dit. On va commencer avec Guillaume, Aurélien. Guillaume, il a conseillé Festen, il a conseillé La Belle et le Clochard, et il a conseillé Amadeus. Quel est le film qui t'a le plus chauffé? Je crois que tu les as tous vus, mais lequel il t'a donné envie de revoir lequel? Amadeus. J'avoue, faut que je me le remette bien parce que c'était à longtemps et je l'ai vu en mode, tu sais, vraiment biographie Mozart, tu vois. Et je pense que maintenant, faut que je le revoie. Surtout quand t'as vu après, tu sais, Man on the Moon de Milos Forman et Larry Flint. Tu vois comment lui il raconte les histoires, tu vois. Je pense que Amadeus, ça m'a choqué. Et Ragtime aussi, super film. Ouais, de ouf. Ragtime, d'ailleurs, je crois que c'est Randy Newman qui fait la musique de ce film. Très bonne musique de film. Moi aussi, pareil, Amadeus, parce que je l'ai en DVD depuis des années et il faut que je le voie. Et j'étais un peu je suis dans la même position que toi avant de le voir. C'est que je sais qu'il faut que je le voie et je le vois pas, tu vois. Donc, c'était là, pareil. Il faut que j'y aille. Est-ce que tu peux nous rappeler tes 3 films, Aurélien? Oui, bien sûr. Il y avait Le Chef de Gare, The Station Agent. Ouais, moi aussi, ça me chauffe, ça. Night Shift, Les Croque-Morts en folie. De Ron Howard. Et Miracle Mile, Appel d'urgence de Steve Jarnat. Bah moi, celui qui m'a le plus chauffé, c'est le dernier. Miracle Mile. Mais après, les 3, ils ont l'air cool. Les 3 ont l'air cool, mais le dernier, celui que... D'ailleurs, comment on le trouve celui-là? C'est bootleg. C'est bootleg. Donc si on veut le voir, faut te demander un message à Aurélien. Faut passer par Nemo. D'ailleurs, n'hésitez pas, c'est quoi ton Insta pour que les gens te demandent que tu le Captain Nemo, envoyez vos petites demandes, vous recevrez un PayPal et puis un petit fichier. Mes 3 films étaient le documentaire American Movie, où on suit un gars qui essaie de réaliser son court-métrage d'horreur, Chilly Scene of Winter, et enfin Breakdown avec Kurt Russell. Eh bien, Breakdown pour moi. Tu l'as jamais vu, hein, Breakdown? Non, j'ai jamais vu, mais tu m'en avais déjà parlé. Très bien. Ok. Et non, mais aussi le documentaire, ça a l'air très cool. Aurélien? Moi, Breakdown, j'ai déjà vu. Je pense que c'est. T'avais aimé Breakdown? Ouais, grave. Ouais. Il faut que tu le vois, Guillaume. Alors, moi, j'ai tapé tout Kurt Russell et j'étais à fond. En plus, je te connais, tu vas adorer. C'est côté U-turn. Je l'adore déjà et j'ai même pas vu. Ouais. Et je pense que c'est Chilly Winter, là. Chilly quoi? Ouais. Chilly quoi? Chilly Scene of Winter. Il est gratuit sur. Ouais, Chilly Scene of Winter, parce que j'aime bien ce réal. Ah, mais attends, mais du coup, c'est toi qui m'avais envoyé American Movie, tu l'as vu ou pas? Non. Non? Ok, très bien. Mais je l'ai gardé de côté, je pense que je vais le regarder, mais là, c'est plus Chilly Winter, là.
Très bien, parfait. Eh bien les gars, voilà, on a conseillé 3 films chacun, 3 sons chacun. J'espère que ça vous a donné envie de regarder des films, tout simplement, parce que c'est le but de ce podcast. Donc on se retrouve bientôt. Merci à Ninon et Tim qui nous ont accompagnés sur ce podcast. C'est très sympa. On se retrouve très bientôt. Bye. Vous avez écouté We Love TFTC, un podcast de We Love Cinéma par BNP Paribas.